Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tous comprendre, l'émission dédiée à la diffusion de la connaissance et la compréhension de notre monde. J'espère que vous allez bien de votre côté. Bienvenue à tous, vous êtes déjà plus d'une dizaine de spectateurs, installez-vous sur le chat, venez discuter entre vous et avec moi ce soir. Nous sommes tranquilles, nous sommes bien déterminés à penser à autre chose qu'un sujet d'actualité bien connu en ce moment et qui nous turlupine l'esprit. Rassurez-vous, aujourd'hui nous n'allons pas aborder ce sujet puisqu'il a déjà été abordé cet après-midi sur cette même chaîne que vous éventuellement regardez. Cet après-midi il y a eu un petit débrief sur ce fameux virus et je ne vais pas plus en parler ce soir parce que j'en ai eu aussi ma dose. En tout cas, la première chose et la dernière chose que je veux dire en rapport avec ce sujet, c'est que si vous voulez vous renseigner à ce sujet, allez sur la page du Café des Sciences, le Café des Sciences qui est une organisation, une association de vulgarisateurs scientifiques sur Internet. Vous pourrez trouver sur leur site Internet, le Café des Sciences, vous trouverez une page qui vous permettra de vous renseigner sur le sujet avec des liens fiables vers des sources, des références de qualité, et c'est ça qu'on veut. Voilà, je ferme la parenthèse, je ferme le sujet, je ne vais plus parler de ça ce soir, ne vous inquiétez pas. Comme d'habitude, avant qu'on rentre dans le sujet du jour, je vais brièvement parler du projet, de la chaîne en elle-même. Déjà, tout d'abord, merci Le Geek pour ton abonnement avec Twitch Prime. Bienvenue et merci beaucoup. C'est très généreux de ta part et grâce au soutien comme le tien, je vais pouvoir sur le long terme améliorer la qualité globale de ce stream. Bonjour à tous, comme je le dis. Ce soir, on a comme d'habitude les modérateurs qui veillent au grain avec Aedendal et aussi les autres qui sont dans le coin, Le Geek évidemment, et peut-être Brusicor, donc faites attention. On ne parle pas du sujet du jour, même si vous avez très envie peut-être d'en parler. Je voulais évidemment évoquer ce qui pourrait nous détourner du sujet de ce soir. Bref, donc au niveau du projet, je vous souhaite d'abord remercier toute la communauté depuis la semaine dernière, donc tous les nouveaux follow et les nouveaux abonnements. En particulier, je vais faire un rapide tour des dernières personnes qui ont follow la chaîne en regardant l'historique que j'ai sous les yeux. Donc The Revor, Donald Duck F1, Aletheia, Cretindus, Destrix69 et Pijaman qui vient juste de follow. Merci à vous tous. Merci pour votre soutien, pour votre follow. C'est comme ça que la chaîne peut progresser et que à l'avenir on puisse améliorer le contenu global. Moi, ça me motive à continuer ce projet. Ensuite, il faut que je vous parle du Discord qui est toujours présent, le Discord de la chaîne, mais pas seulement de la chaîne Twitch, mais aussi de plusieurs chaînes, en fait, de plusieurs projets. Ce Discord qui s'appelle POC Science et dont l'adresse, le lien d'invitation est disponible en dessous du live. Ce lien donc vous permet de rejoindre ce Discord qui est dédié aux initiatives concernant les lives de vulgarisation sur Twitch et éventuellement sur YouTube. Donc si vous voulez vous intéresser à ce qui se fait en vulgarisation scientifique en live sur internet, n'hésitez pas à rejoindre le Discord puisque vous aurez différents projets dont le projet du collectif Conscience, la chaîne de Corentin Buty et également la mienne, avec même d'autres chaînes qui commencent à naître. Donc c'est vraiment un Discord qu'il faut suivre parce que vous allez pouvoir voir tous ces nouveaux projets qui vont naître et qui vont, on va dire, enrichir Twitch avec un peu plus de science et de contenu culturel. Donc ça, voilà, petite pub sur le Discord. Depuis la dernière fois, quelles sont les autres nouveautés? J'ai mis en ligne le bingo de l'émission. Le bingo est aussi disponible en dessous du live. Vous avez une image bingo sur laquelle vous pouvez cliquer pour la voir en plus haute définition.
sur ce bingo. C'est un petit peu un petit jeu rigolo, hein, dans lequel si vous remarquez que certaines des cases du bingo finissent par apparaître, vous pouvez les valider et dire bingo dans le chat éventuellement. Vous verrez qu'il y a souvent des choses un petit peu amusantes. J'en dis pas plus, vous pourrez juste regarder, c'est en dessous du live. Autre petite nouveauté, c'est les sondages. En fait, j'ai créé des sondages, un pour chaque vidéo de conférence. En fait, maintenant, sur les rediffusions YouTube, et uniquement là, vous avez à la fois dans les commentaires, dans la partie description, et en commentaire, vous avez un lien vers un sondage qui, en fait, est une question qui vous est adressée pour juger de la difficulté de la dite conférence que vous venez de regarder. Donc l'objectif, c'est pour moi de savoir comment vous avez trouvé la conférence d'un point de vue difficulté. Est-ce que c'était trop facile, trop difficile ou plutôt à votre niveau? Voilà, vous verrez si vous allez sur les rediffusions YouTube, vous verrez ce lien. Et donc je vous invite à aller voter pour des conférences même passées que vous avez vues évidemment ultérieurement. Pensez à aller voter parce que ça, moi, me permet de mieux jauger, de savoir si telle conférence a été vraiment trop compliquée ou si une autre au contraire a été trop facile. Ça me permet moi de un petit peu mieux cibler mon audience et d'adapter en conséquence peut-être les formats et de même mieux on va dire conseiller mes futurs invités en leur donnant certaines recommandations ou certaines autres recommandations, peut-être insister plus sur la partie vulgarisation si je vois qu'il y a beaucoup de conférences qui vont être trop compliquées, ou à l'inverse rendre la chose un peu plus pas complexe, mais on va dire un peu plus en profondeur si ça a été au contraire trop superficiel. Donc voilà, c'est important pour moi que vous alliez voter sur la chaîne YouTube Robin Isnard dans les rediffusions. Vous avez à chaque fois un sondage pour les différentes vidéos. Donc voilà, si vous avez le temps, n'hésitez pas. Enfin, maintenant vous aurez peut-être plus de temps qu'avant, mais voilà, fallait que je le signale. Et donc il y aura à chaque fois, à chaque nouvelle vidéo, il y aura un nouveau sondage dédié pour juger de la difficulté de la dite vidéo. Alors voilà, ce qu'il faut que je dise aussi, et merci à Le Geek de l'avoir rappelé, il y a le multi-stream donc encore ce soir, et à mon avis ça va continuer encore un petit moment. Nous sommes en compagnie de Samuel qui est ici ce soir avec nous. Samuel, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu vas bien? Salut. Je vais bien, merci, et bonsoir à tous. Merci d'être encore présent ce soir. Samuel, tu es le dessinateur, notre chef, notre maître dessinateur du soir, et tu vas nous illustrer la conférence qui nous sera proposée tout à l'heure. J'espère que tu es prêt, j'espère que tu connais le titre de la conférence. Est-ce que ça t'inspire déjà ce titre? Ouais, carrément, ça a l'air de parler... déjà quand on parle de fiction, moi je suis un peu plus à l'aise que quand on parle de science trop brute, mais... Du coup, ouais, je suis très curieux de voir ce qui nous attend. Eh bien, moi, j'ai hâte de voir aussi ton dessin. Je sens que je verrai que la fin, mais en tout cas, vous pouvez suivre vous l'évolution du dessin pendant le live grâce au lien du multi-Twitch. Alors, il faut savoir que Samuel, félicitations. En fait, on l'a pas dit, mais tu es passé affilié depuis la dernière fois, et donc. J'ai écrit une sorte de mail un peu très cordial et très on va dire adressé de manière très respectueuse, on va dire, envers le staff de Twitch pour essayer d'avoir ce fameux Stream Squad. Voilà, j'ai envoyé ça aujourd'hui, donc bon, au vu des circonstances, peut-être qu'on ne recevra pas une réponse de sitôt, et aussi il est très probable que cette réponse soit négative. Donc bon, je pense que c'est pas la peine qu'on soit trop excité à l'idée d'avoir bientôt le Stream Squad, mais en tout cas, moi j'aimerais bien. En attendant, il y a toujours ce multi-Twitch qui est notre outil qu'on risque de garder encore un bon moment. Donc on va faire ça par défaut. Donc le multi-Twitch qui vous permet de voir nos deux lives. Il est préférable de mettre le son de mon live et après l'image, vous choisissez, regardez soit l'évolution du dessin ou la conférence. Voilà, ça c'était pour la partie multi-Twitch. Ensuite, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Là, je regarde mes notes, mais en fait, on est plutôt pas mal. On a fait le tour des news que je voulais dire.
si je pense à autre chose, de toute façon, je le dirai après la conférence lors du débrief. Passons donc au sujet du soir. Comme vous l'avez vu, c'est la fiction, l'art du mensonge. Alors un titre très mystérieux, un petit peu putaclic si on peut le dire, hein, excusez-moi du terme. En tout cas, un titre qui inspire beaucoup de notions, hein, la fiction, donc tout ce qui est créé par l'esprit humain, les histoires, tout ça, et en quoi finalement cette fiction, on peut l'apparenter au fait de mentir et à l'art du mensonge plus particulièrement. C'est ce qu'on va découvrir ce soir. Donc je vous propose de, sans plus attendre, de accueillir notre invité ce soir, qui nous fait l'honneur d'être présent ici. Merci beaucoup à toi, le Tropper, d'être là déjà. Bonsoir, comment vas-tu en cette soirée de 16 mars 2020 ? Ça va. Écoute, merci de m'avoir invité déjà. Et le seul truc, c'est que je tousse un peu. Donc si de temps en temps vous me voyez partir dans mon code, c'est parce que je respecte les consignes d'hygiène et de sécurité. Ok, super, merci pour cette petite référence. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches, hein, on le rappelle. Merci à toi de me faire l'honneur d'être ici ce soir pour me faire cet exposé. Pour te présenter un petit peu, pour ceux qui ne te connaissent pas, même si je pense que vous avez sans doute déjà entendu parler de lui, le Tropper, tu as une chaîne YouTube de plusieurs déjà dizaines de milliers d'abonnés, donc c'est pas rien, et tu traites des histoires en général et tu les analyses. Tu essaies de comprendre les mécanismes de l'écriture et d'en discerner peut-être des théories ou des schémas à partir des histoires. Tu les analyses et c'est très particulier, c'est très mystérieux dit comme ça, mais justement, vous n'êtes pas beaucoup à faire ça sur YouTube. C'est assez étonnant comme manière d'aborder le sujet, et moi je te demanderais comment t'en es venu à avoir cette passion-là d'analyser les histoires et de créer ce projet sur YouTube. Alors, c'est un peu un truc qui vient du fait que j'ai toujours écrit depuis que je suis petit et que j'écris sur des pages doubles. Raconter des histoires, ça me passionne, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Et quand on aime raconter des histoires, forcément, au bout d'un moment, on commence à se poser des questions sur ces histoires. On commence à se dire, est-ce qu'on ne peut pas trouver la petite formule secrète qui fait que cette histoire que j'adore, elle est si bien ? Et un jour, je suis tombé sur un site qui s'appelle TV Tropes, qui est un wiki sur lequel on répertorie des tropes, donc des schémas narratifs. Et je suis tombé amoureux de ce site. Et j'ai passé des heures et des heures dessus. Je passe encore des heures et des heures dessus. Et à force de lire sur l'écriture et sur la fiction et la narration, j'ai eu envie d'en parler. Et donc, cette idée-là de parler des tropes, c'était la base de ma chaîne. Et après, je suis parti dans plusieurs concepts liés à l'écriture, plus ou moins. Et voilà, j'en suis arrivé là. D'où le nom Tropper, du coup, qui vient le Tropper. Mais qui a un mot français, le trope. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Il existe en français. Ouais. Il n'a pas le même sens en français que le sens dans lequel je l'utilise. Okay. En fait, à l'origine, c'est un mot grec. Ça vient de tropos. Et tropos, c'est une figure de style en poésie. Et du coup, en français, ça a gardé ce sens. Un trope, c'est une figure musicale ou poétique. Alors que quand le mot est passé du français à l'anglais, il a évolué pour vouloir dire schéma narratif, schéma littéraire, schéma musical, ça peut être plein de trucs. Un trope, en anglais, c'est devenu très couteau suisse comme terme. Okay. Et du coup, moi, j'utilise le sens anglais du mot trope, donc, qui existe en français, qui ne veut pas dire la même chose. Ok, ça marche. Voilà. Aucun problème. En tout cas, merci pour ces explications. Et sans plus attendre, je te propose qu'on passe à la présentation, tout simplement. Et voilà, je te laisse la parole et te laisse t'exprimer sur ton sujet, donc la fiction, l'art du mensonge. Et voilà, j'espère que ce titre vous aura mis en appétit. Donc oui, aujourd'hui, on va parler de fiction. On va parler de narration et on va voir en quoi tout ça, c'est mentir. Quand j'ai accepté de participer à Tout se comprend, je me suis retrouvé face à une situation un peu gênante. Robin, tu m'as envoyé un petit document récapitulatif pour m'aider à préparer l'émission. Et dedans, il y a une petite phrase en particulier qui m'a interpellé. Alors,
Toute discipline à caractère scientifique peut y être représentée, et par scientifique, il faut comprendre dont les connaissances ont été acquises à partir de la démarche méthode scientifique. Je ne suis pas étranger à la méthode scientifique. J'ai beau parler d'écriture, moi je me définirais plus comme un scientifique qu'un littéraire. Mais il n'empêche que ma spécialité, c'est la narration en fiction, pas vraiment la science. Si on cherche à épurer au maximum le concept de science, on peut dire qu'au sens large, une science, c'est une discipline qui a pour but, en premier, la découverte de la vérité. Un biologiste cherche la vérité derrière le vivant. Un mathématicien réduit le monde à son expression la plus simple pour se débarrasser de tout ce qui n'est pas factuel. Et même un philosophe cherche des pistes de réflexion pour déterrer la vérité derrière les questions existentielles. Essentiellement, le scientifique, c'est un homme de vérité. Alors que la fiction, c'est le royaume du mensonge, sous sa forme la plus éhontée. Sémantiquement, le mot fiction est presque indissociable du mot mensonge. L'un est antonyme de réalité, l'autre de vérité. Étymologiquement, fiction vient du latin fictio, qui signifie la façon. On peut le rapprocher du verbe façonner. L'auteur façonne sa vérité, ce qui l'oppose au scientifique, qui lui cherche à observer la vérité. Alors, avec une dichotomie pareille, j'étais mal barré. Effectivement, et est-ce que moi déjà j'ai une première petite interrogation. C'est l'art, tu disais, c'est l'art du mensonge. Est-ce que quand on ment, on n'utilise pas déjà des choses qui sont vraies pour pouvoir se créer en fait, comme la création ne vient pas de nulle part, il faut déjà composer sur la vérité pour mentir. C'est une question intéressante. C'est vrai qu'un bon menteur utilise la vérité à son escient. Je pense qu'un mensonge, de toute façon, ne peut pas être entièrement faux. Dans un mensonge, il y a toujours une prémisse réelle. La personne qui le dit existe. Donc, elle va forcément ramener à sa réalité, à la réalité de la personne à qui elle parle. Elle va s'inspirer de tout ça pour le déformer. Le mensonge, c'est déformer la réalité en soi. Et en fiction, c'est pareil, sauf qu'on a un peu moins de contraintes. Et aussi, il y a des auteurs qui utilisent la fiction pour, quelque part, faire passer des messages qui sont, eux, pourtant réels. Même si c'est ça, sur un fond de faux. Donc, quelque part, même la fiction rejoint la vérité. Toujours, au bout d'un moment, on est dans la réalité, on vit dedans, on ne peut pas y échapper. Et une histoire, évidemment, est créée par des gens bien réels, elle sera lue par des gens bien réels, elle aura un impact bien réel. Mais la façon de faire l'histoire, la narration, ça par contre, c'est un mensonge. On crée quelque chose, on imagine quelque chose en partant peut-être de quelque chose de réel, mais ce qu'on crée est faux. Déjà une question de Heidendal sur le fait que la Bible soit une fiction. Est-ce que tu es déjà d'accord avec ça? Et ensuite, si c'est le cas, elle serait remplie de mensonges. Alors tu peux blasphémer sur mon stream. Tu as le droit au blasphème sur le stream. Sur le mien. Ça dépend à qui tu demandes. Si tu demandes à un croyant, la Bible, c'est pas une fiction, c'est le témoignage de Dieu, redonné par des personnes inspirées directement par lui. D'accord. Mais si tu n'y crois pas, effectivement, la Bible est une fiction, elle est remplie de mensonges. Mais peut-être qu'il y a des vérités dedans. On sait que Jésus de Nazareth a existé. Donc, il y a certaines vérités. Est-ce que ce Jésus de Nazareth était le Fils de Dieu? Est-ce qu'il a ressuscité? Est-ce qu'il changeait vraiment l'eau en vin? Je ne répondrai pas à cette question. Et personne ne le pourra vraiment. Mais ensuite, tu laisses ton esprit scientifique réfléchir et puis tu verras bien. Effectivement. Mais bon, je vais donc revenir là où j'en étais. Je disais donc que j'étais mal barré. Mais l'inspiration, peut-être pas divine, m'est venue. Oui, la fiction, c'est l'art du mensonge. Mais comme tout art, elle obéit à des règles qui, elles, peuvent être observées et reproduites. On aurait donc un semblant de démarche scientifique à appliquer au monde de l'imaginaire. Non pas dans les limites de ce qu'on peut raconter, puisque tout est possible en fiction, mais dans les limites de comment on peut les raconter. La façon, fictio, de raconter, si vous voulez. Donc ce soir, nous allons essayer de trouver des règles fondamentales dans la narration. La vérité, derrière l'art du mensonge. Ça, on y revient, effectivement, oui. Yes. Il y a une vérité, une réalité derrière tout ça. Parce que aussi, ça m'a traversé l'esprit, excuse-moi de te couper, mais est-ce que c'est justement pas
grâce aux vérités des récits, finalement, qu'on s'accroche à ces récits-là et qu'on les aime. Parce qu'un récit qui serait juste bourré de mensonges et qui n'aurait aucune cohérence, alors peut-être que chaos et mensonge sont deux notions à distinguer, mais un récit, on s'y attache aussi parce que on y trouve certains messages, certaines vérités, et ça en fait des œuvres qui nous touchent d'un point de vue humain. Alors après, peut-être que tout ce qui nous touche n'est pas vrai, mais en tout cas, on a peut-être la sensation de vérité. On trouve dans les histoires souvent une forme de miroir. C'est très rare que quand on regarde une histoire, ce soit pas une histoire qui parle déjà d'humain. Très souvent, hein. Il existe des histoires où les protagonistes sont des jouets, oui. C'est des très bonnes histoires aussi. Hein. Pixar, c'est les faire. Mais dans les faits, on retrouve une sorte de reflet de nous-mêmes et on s'identifie à ce qui se passe dans les histoires. Parfois, on en tire des leçons qui vont aussi nous modifier la façon dont on se comporte dans la vie. Forcément, une histoire doit avoir besoin de cette part de vérité. Mais si jamais on présentait une histoire comme la réalité, si jamais on racontait une histoire vraie, par exemple, complète, eh ben, on se retrouverait vite avec une histoire assez difficile à suivre. Parce que la réalité, c'est compliqué. La réalité, ça part dans tous les sens. Les rapports de cause à effet sont pas toujours évidents, même très rarement évidents. Et l'humain a cette tendance à chercher des schémas dans la vie. C'est pour ça qu'on voit des visages dans les nuages. C'est parce qu'on cherche à trouver des raisons et à simplifier un petit peu le réel. Et les histoires, c'est cette façon d'épurer aussi le réel en faisant quelque chose de faux, mais qui peut résonner avec la réalité telle qu'on la connaît. Ouais. Et en parlant de mensonges et de réalité, si je vous dis que je viens de Mars, il y a des millions de petits neurones dans vos cerveaux qui se mettent en marche. En quelques dixièmes de seconde, ils analysent le sens de ces mots, les comparent à des milliers de données que vous avez emmagasinées au cours de votre vie et arrivent à une conclusion simple. Je mens. Jusque-là, je suis d'accord. L'atmosphère sur Mars ne permet pas le développement d'une forme de vie complexe comme un homme. Notre technologie ne nous a pas encore permis d'y aller, de la terraformer, de la coloniser. Donc forcément, je mens. Le cerveau est un détecteur de mensonges qui s'active automatiquement sans même qu'on s'en rende compte. Évidemment, il a besoin d'avoir les informations nécessaires pour comprendre que c'est un mensonge. Si jamais je vous dis « je suis né à Clermont-Ferrand », à part si vous avez jeté un œil à mon acte de naissance, vous ne pouvez pas savoir que je mens. Je ne suis pas né à Clermont-Ferrand. Mais à partir du moment où vous avez les infos, si jamais je vous dis quelque chose en contradiction avec la réalité, ça fait clic. Vous vous dites non, quelque chose ne va pas, c'est un mensonge. Et du coup, forcément, voilà, ça crée une distance entre nous. Je vous ai menti, on peut plus se faire confiance. Bref, mentir, c'est pas bien, tout le monde le sait. Hein, les enfants l'apprennent très jeunes. Alors, mais si jamais, par contre, je vous raconte une histoire qui commence exactement par la même phrase. Je viens de Mars. Là, le détecteur de mensonges ne s'active pas. Si vous voyez ça dans un livre, vous ne le reposez pas en vous disant « Ah non, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi, c'est un ramassis de conneries ce bouquin. » Vous acceptez le postulat. Ok, tu viens de Mars. Qu'est-ce qui se passe maintenant? La différence, c'est qu'on s'est mis d'accord. Je vous ai dit que j'allais vous raconter une histoire, ou bien juste le fait que le support soit un livre, ça vous dit ok, ça va sans doute être une fiction. Pas forcément, mais ça l'est souvent. Et vous avez inconsciemment accepté d'écouter mon histoire, d'écouter mon mensonge. Vous avez mis votre détecteur sur pause, le temps du récit. Cet accord tacite entre l'auteur et le lecteur, c'est ce qu'on appelle la suspension consentie de l'incrédulité. Un terme qui est long et difficile à dire, mais que je vais devoir répéter plusieurs fois dans la soirée, donc ne m'en voulez pas si je bafouille un peu. Tu peux dire SCI sinon. La scie. La scie. La scie, on peut faire ça. D'un côté, le lecteur s'engage à écouter le mensonge sans le remettre en question. De l'autre, l'auteur s'engage à ce que le mensonge vaille la peine d'être écouté. Il faut quand même qu'il y ait un intérêt qu'on en retire quelque chose. Si jamais je te mens pour te mentir et que derrière c'est pas agréable pour toi de vivre ce mensonge, bon, j'aurais pu fermer ma gueule. La suspension consentie de l'incrédulité, c'est le pilier de la narration.
Si jamais l'auteur brise la scie, l'histoire s'effondre. Si 2 pages plus loin, après avoir dit que je venais de Mars, je dis que je viens de Vénus, je trahis un accord tacite qu'on a établi entre nous. Je fais sortir le lecteur du récit. Et donc, il n'accepte plus de suspendre son incrédulité. C'est-à-dire qu'on peut mentir, mais qu'on ne peut pas mentir n'importe comment. Et ça, c'est la première règle de narration que je tire de tout ça. Il faut maintenir l'illusion. Parce qu'en fait, quand tu nous présentes un livre, tu fais vraiment page blanche, là, dans les deux sens du terme, sans mauvais jeu de mots. C'est-à-dire que tu demandes à celui à qui au récepteur du message, tu lui dis simplement pars du principe qu'on repart de zéro et je te pose un univers et tu acceptes l'univers tant qu'il reste cohérent avec lui-même. Et après, au fur et à mesure où tu développes l'univers, il faut que toi-même que tu respectes le cadre de l'univers que tu as posé, sinon effectivement on brise l'accord. Et ça me fait penser, parce que tu as montré le livre, c'est exactement la même chose quand on discute et que quelqu'un te dit imagine, je suis machin. Et juste tout ce qui va après le imagine, c'est la même chose que le livre, c'est-à-dire que tu dis bon, ça veut dire derrière le imagine, il y a le message de bon, je sais que c'est faux et tu sais que c'est faux aussi, mais on va faire comme si, tu vois. Et je trouvais juste ça marrant de faire cette petite. Tout à fait. L'imagination et la fiction, c'est la même chose. Hein. Ouais. Que ce soit dans une discussion, quand on raconte quelque chose à quelqu'un, on invente aussi une histoire. On peut inventer des histoires avec des gens. Je pense notamment au jeu de rôle qui est toute une sorte de narration à plusieurs auteurs. C'est un peu la même chose qu'on fait dans une conversation quand on dit à quelqu'un imagine. C'est genre imagine là, il y a un mec qui rentre, il a un billet de 500 €, il nous le file, on fait quoi? On se raconte une histoire, ça c'est faux, ça n'a pas lieu, mais ça permet aussi de dévoiler des choses. On se dit tiens, qu'est-ce que je vais faire moi avec ce billet de 500 balles? Tiens, si je sais, je vais payer une tournée à tout le bar. Ou alors non, je vais le garder pour moi, puis je vais aller me prendre l'alcool le plus cher possible dans le bar le plus cher de la ville. Et ce sont des exemples comme des autres. Mais dans les faits, oui, quand on écrit une histoire, c'est les mêmes procédés que l'imagination qu'on peut avoir dans une discussion avec n'importe qui. On fait table rase, on dit, ok, à partir de là, on est dans le mensonge. Mais il faut que les règles soient quand même assez claires. Par exemple, si jamais on commence à imaginer des trucs sur le mec qui arrive avec 500 € puis je dis, non, en fait, c'était un faux billet, t'as l'air con maintenant. Bon, c'est pas très intéressant. Et bien là, c'est pareil quand on raconte une histoire. Donc, maintenir l'illusion, c'est important. C'est une première règle. Mais de cette règle majeure, on peut tirer un certain nombre de... Je suis en arrière. On peut tirer un certain nombre de sous-règles qui participent à maintenir l'illusion. La première, qui est, à mon humble avis, la plus importante, c'est celle-ci. Pour maintenir l'illusion, il faut que le récit soit cohérent. Pas réaliste, cohérent. C'est-à-dire qu'on peut avoir une histoire dans laquelle il se passe des trucs qui n'ont rien à voir avec la réalité. À partir du moment où il y a une cohérence entre ces trucs, on peut raconter l'histoire. C'est tout, excuse le fantastique, la fantasy ou la science-fiction de manière récurrente. C'est ça. Donc, ça, c'est lié au fait que chaque histoire possède une diégèse, une réalité propre qui n'est pas la réalité, mais qui obéit à un certain nombre de règles internes. Par exemple, dans un univers où quelqu'un peut être mordu par une araignée modifiée génétiquement et se transformer en super-héros, la gravité existe toujours. Ça veut dire que certaines règles ont pour origine la réalité. Donc, si quelqu'un tombe de 10 mètres, même dans cet univers incroyable, il se pète quelque chose ou il meurt. Ce qu'on appelle l'effet Gwen Stacy. Il y a des règles du nom de cette jeune fille jouée par Emma Stone. Ah, c'est le nom du personnage Oui. Okay. Gwen Stacy, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un personnage qui meurt à cause de la gravité. Voilà. Donc tout va bien. Dans l'univers de Spider-Man, où voilà, la réalité, le réalisme n'est pas toujours là, mais la gravité, elle existe. Certaines règles ne viennent pas de notre réalité, mais d'une sorte de réalité intertextuelle fictionnelle entre les œuvres. Par exemple, des choses qui ne sont pas réalistes, mais qui sont tellement arrivées dans des œuvres de fiction tellement populaires
qu'on a commencé par les assimiler à une forme de réalité secondaire, comme dans les lycées américains, où si jamais on voit un personnage masculin et un personnage féminin se rentrer dedans et faire tomber leur cahier, on sait qu'ils vont tomber amoureux. Ça n'a aucune valeur réelle, dans le monde réel, il n'y a aucune raison pour que ça se passe comme ça, mais dans la fiction, c'est un code, on sait, ça se passe, ok, il va se passer ça maintenant. Mais ça, c'est instauré par le C'est cinéma. instauré par le cinéma, aussi, il y en a dans les livres, il y en a dans les séries. C'est ça justement les tropes. C'est une sorte de réalité qui s'est formée dans la fiction et qui se répète et qui est réutilisée et qui immédiatement est identifiable par un spectateur. Même s'il s'en rend pas forcément compte, il se dit ah oui tiens ça j'ai déjà vu. Inconsciemment il se dit ok eux ils sont amoureux. Est-ce que la structure des contes qu'on apprend à l'école primaire avec élément déclencheur, la quête, puis résolution de la quête, puis situation finale, je ne me souviens plus exactement si c'est les termes ou quoi, mais est-ce que ça, du coup, ça fait partie aussi de tropes Alors, ce sont des tropes, mais qui sont tellement basiques que si on imagine que les tropes, c'est des sortes de briques qu'on utilise, qu'on emprunte à nos histoires pour construire nos propres histoires. Ce dont tu parles, là, l'élément perturbateur, la situation initiale, les péripéties, la résolution, c'est les murs porteurs. C'est des trucs que tu peux pas faire sans. Quand tu racontes une histoire, tu as la fondation, c'est ça, c'est la base. C'est des tropes, mais c'est peut-être des sur-tropes. Parce qu'ils sont vraiment... C'est au point qu'on les apprend à l'école en français, tu vois. Moi, je me souviens, c'était à l'école primaire, ça, ou au début du collège. Oui, c'est donc, ça. C'est vraiment la base d'une histoire. Et oui, non, mais très clairement, ce sont des tropes, mais qui sont tellement fondamentaux et qui ne peuvent pas être... tu peux pas faire grand-chose avec. Un trope, c'est quelque chose que tu peux utiliser, tu peux le modifier, un trope de base. Modifier. Ceux-là, ils sont quand même assez difficiles à modifier, quoi. Il faut que dans ton histoire, il y ait une situation au début, qu'il y ait un événement qui change ça, et qu'ensuite, il se passe des trucs. Sinon, c'est un peu compliqué. Mais après, c'est peut-être un défi, hein, si jamais quelqu'un se sent prêt à raconter une histoire sans ça, c'est peut-être possible, mais moi, je pense que ce serait très difficile. Il y a le geek qui souligne l'exemple du noir, enfin des personnages à la couleur de peau noire dans les films qui sont souvent ceux qui décèdent en premier. Ça aussi, c'est. Alors celui-là, il est très intéressant. C'est un truc très très intéressant, le noir qui meurt en premier dans le film d'horreur, parce que en fait, c'est un trope qui est dans la conscience populaire de tout le monde. Tout le monde se dit ouais, c'est un film d'horreur, donc forcément, on va mourir en premier. Dans les faits, c'est pas arrivé tant que ça, surtout dans la période où le trope s'est formé, c'est dans les années 80, que le noir soit la première personne à mourir dans un film d'horreur. Il y avait un mec qui avait fait une vidéo YouTube où il vérifiait tous les films les plus populaires sortis ces années-là, et en gros c'était une mode qui est devenue une parodie avant même que ça ne soit quelque chose de commun. C'est juste qu'en fait ça a été dans certaines œuvres majeures, notamment alors c'est pas Halloween, je crois que c'est Vendredi 13. Je crois que c'est Vendredi 13 dans lequel c'est arrivé, qui est donc un gros film qui a bien marqué, ou peut-être dans Les Griffes de la Nuit, je sais plus. Mais en gros, ce trope est dans l'inconscient populaire, pourtant il n'est pas très répandu. Genre c'est plus commun, il y a plus d'œuvres dans lesquelles on se moque de ce trope que d'œuvres dans lesquelles on utilise ce trope vraiment. D'accord. C'est parce que les films qui ont introduit ça étaient des films publics qui ont bien marché, étaient médiatiques. C'est ça. Ah oui, tu voulais rajouter quelque chose sur... Non, bien sûr, je suis prêt à continuer, mais s'il y a une question... Ce qui fait la remarque que dans le premier Matrix, les personnages eux-mêmes naviguent dans les règles de la réalité sans toutefois y être intégrés totalement et essayent de s'en distancier. Est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est méta du coup, un peu Matrix Alors, je sais pas forcément si c'est méta, mais il y a plusieurs niveaux de réalité et je pense que l'un des grands atouts de Matrix, c'est que le monde qu'on nous présente au début, c'est censé être notre monde. La Matrix, en fait, c'est ce qu'on imagine être notre monde, c'est le monde de 1999. On se dit, ok, ce monde-là, il a des règles qu'on connaît. Genre, par exemple, la gravité, si jamais je tombe, je meurs. Et il se trouve qu'à la fin du film, c'est pour ceux qui l'ont pas vu, désolé, hein, mais Neo s'envole parce que lui, il a brisé les règles de la réalité. Il existe dans une autre réalité et il sait que ça, c'est une simulation. Et justement, l'intérêt de ce film, c'est que tu as ces deux réalités avec des règles différentes. Il y a des règles, par exemple,
qui lie les deux. Si tu meurs dans la matrice, tu meurs dans le monde réel. Encore une fois, ça d'ailleurs, Neo bat cette règle. Mais en gros, ça joue avec ces règles-là de ce à quoi on s'attend et ce qui est derrière. Alors, ce qui est en fait la réalité de ce faux monde. C'est marrant, mais oui. La réalité, c'est que c'est faux. Ouais. Et du coup, nos attentes sont renversées à ce moment-là. Et je pense que c'est pour ça que le film est très intéressant. Non, je crois qu'ils vont faire une suite, non ? Bientôt. Mais... Ah ouais ouais, je crois qu'ils vont faire le 4. Okay. Oui, Keanu Reeves a signé pour ça. Wow. Mais oui, non, film que je conseille. Mais oui, il y a ce jeu-là de jouer avec les règles de la réalité et de voir des personnages qui en sortent, justement, et qui découvrent de nouvelles règles. Et du coup, tiens, on parlait de règles. Donc, on était sur les règles de la réalité, sur les règles qui viennent des autres œuvres de fiction autour et qui finissent par s'intégrer entre elles, en fait. C'est ce qu'on appelle l'intertextualité, le fait que les œuvres influent les unes sur les autres. Et ensuite, il y a les règles du récit en lui-même. Au-delà de toutes les conventions qu'on a vues, quand tu écris ton récit, tu peux créer tes propres règles qui sont spécifiques à ton histoire. Imaginons, par exemple, que j'invente un système de magie dans une histoire avec des règles basiques. Il y a 3 types de magie. La rouge, la bleue et la jaune. C'est très imaginatif. Final Fantasy. Je crois pas qu'il y ait des mages jaunes dans Final Fantasy. Non, mais ouais, en gros... Il y a 2 couleurs, mais ouais, je crois pas non plus. Magie rouge, magie bleue, magie jaune, c'est un pierre-feuille-ciseau. C'est-à-dire que voilà, chacune domine la suivante et dominée par la précédente. Ça, c'est des règles simples. Je présente ça au début de mon récit, je dis voilà, nous sommes dans un monde dans lequel il y a la magie bleue, la magie rouge, la magie jaune. Voilà. Ça, c'est établi, le lecteur le sait maintenant. Il a compris la relation entre les pouvoirs, il sait quelle magie est plus forte contre quelle autre. Donc, ça veut dire que si jamais je fais s'affronter un mage rouge et un mage bleu, les règles de mon récit imposent que le mage bleu perde et que le mage rouge gagne, en conséquence. Ça a été établi. Alors imaginons que je fasse gagner le mage bleu. Là, je crée une incohérence. Je viens de briser la confiance que le lecteur a en moi. Je lui ai dit une chose et je fais l'inverse. T'as cassé la scie. J'ai cassé la scie. Exactement. Si mon récit n'est pas cohérent, en plus, le mec a plus envie de le suivre. Donc, si jamais, quand j'établis un truc sur la première page et que sur la page 2, ça change, à quoi ça sert de suivre ? Tu vas te dire, dans tous les cas, chaque page a une histoire différente, les règles n'existent pas, le monde est foutu, m'en fous. Comment tu rattrapes le truc ? Comment je rattrape le truc ? Je peux faire gagner le mage bleu. Il y a juste une certaine façon de faire les choses. Et ça, c'est avec une autre règle qu'on peut jouer, la règle de primauté. Tout est possible, à condition de préparer le terrain. Si jamais, avant la scène du combat entre les deux mages, j'établis l'existence d'une règle qui permettrait à la magie bleue de dominer la rouge. Si jamais je fais gagner le mage bleu, je conserve la cohérence de mon récit. J'ai une deuxième règle qui vient s'ajouter à la première. Par exemple, on va dire, si c'est la pleine lune, le cercle des pouvoirs est inversé. D'accord. Le mage bleu réussit à faire durer le combat jusqu'à la nuit. Donc, la pleine lune tombe, ou se lève, et du coup, il remporte la victoire sans avoir brisé les règles et donc sans avoir brisé la suspension consentie de l'incrédulité. Ouf. Voilà. Cette règle, j'aurais pu l'écrire après dans mon récit, l'expliquer ensuite. Donc, d'abord, je fais gagner le mage bleu et ensuite, je dis alors en fait, c'est parce qu'il y avait la pleine lune et la pleine lune, il se trouve que c'est un truc qui inverse. Voilà. Mais là, on va t'accuser de mauvaise foi. Là. On va m'accuser de mauvaise foi, on va m'accuser d'essayer de mettre un pansement sur un truc que j'ai cassé, en fait. La suspension consentie de l'incrédulité, c'est un vase. Une fois qu'elle est brisée, tu peux la recoller comme tu veux, il y aura toujours les fêlures. Et toi, tu as envie que ton vase il soit joli quand même, donc tu t'arranges pour ne pas le casser. Autant ne pas briser la scie. Exactement. Si on peut le faire. Donc, on établit l'élément auparavant. En narration, cette règle de primauté, elle est souvent appelée le planter-récolter. On plante un élément, puis on récolte ses fruits. Pas besoin d'être biologiste pour savoir qu'on ne peut pas récolter ce qu'on n'a pas planté. Voilà.
Un mauvais auteur, il va essayer de ressortir des trucs qui sortent de nulle part. C'est ce qu'on appelle souvent un Deus Ex Machina, où il y a aussi un trope en anglais qui s'appelle un ass pull, c'est-à-dire sortir quelque chose de son cul. Très poli, désolé. C'est un peu plus vulgaire que Deus Ex Machina. Un petit peu plus, mais ça a un côté très, très imagé que j'aime bien. Même si Deus Ex Machina, on y reviendra, ça a aussi une image. Okay. Donc voilà, on ne peut pas récolter ce qu'on n'a pas planté, donc autant planter des éléments pour ensuite pouvoir en récolter les fruits. Donc là et par là, tu dis qu'un créateur de fiction, il doit penser son histoire du début à la fin avant de la composer finalement. Pas nécessairement du début à la fin, mais bon, déjà une histoire, c'est un processus qui s'écrit et se réécrit et se réécrit. En général, tu fais un premier jet, ensuite tu reviens en arrière et tu rabotes tous les trucs qui fonctionnent pas. Mais imaginons, tu dois raconter ton récit, tu n'as pas le droit de revenir en arrière. C'est un récit que tu racontes en live, par exemple. Là. Eh ben, arrange-toi déjà pour poser des éléments. Essaye de visualiser ce dont tu vas avoir besoin. Même si tu ne sais pas où tu vas, visualise ce dont tu vas avoir besoin. Dis-toi, bon, si jamais j'ai ma règle avec les mages rouges, jaunes, bleus et tout ça, ça veut dire qu'à chaque fois, il faudra que le combat se passe comme ça et que à chaque fois, on sait qui va gagner, qui va perdre. C'est un peu chiant. Donc tu te dis, bon, ok, je vais m'établir une règle. Si jamais il y a ça, la règle change. Ça veut dire que déjà, hop, je me suis mis un paramètre qui fait qu'on peut avoir plusieurs sorties différentes par rapport à plusieurs outputs sur un même input. Si jamais tu prévois à l'avance suffisamment de petites pistes, tu peux en abandonner. Tu peux planter des choses que tu ne récolteras pas. Ça, jamais on t'en voudra d'avoir dit et dans la pièce, il y avait un mec avec un chapeau vert. Et jamais tu fais revenir un mage vert, c'est pas grave. Ouais, mais ça, quand même, ça va à l'encontre de la règle le fusil de. Alors, le fusil de Chekhov, c'est une règle qui est. Si le mec il a un chapeau vert, il faut que son chapeau vert serve à quelque chose à un moment dans le scénario. C'est une règle importante, le fusil de Chekhov. Alors, je vais expliquer en vitesse. C'est Chekhov qui avait dit que si jamais, dans le premier acte d'une pièce de théâtre, tu avais décrit un fusil suspendu au mur, il faut que, d'ici le troisième acte, quelqu'un ait tiré avec ce fusil. En gros, l'idée, c'est que ce qu'on met dans les histoires, ça doit servir. Alors, c'est vrai. Oui, ça doit servir, mais il y a aussi quelque chose qui s'appelle les fausses pistes. C'est-à-dire qu'on peut mettre des choses en se disant, tiens, par exemple, je vais mettre un fusil sur le mur. Comme ça, à un moment donné, si jamais il faut tuer le méchant, les gens vont se dire, il va prendre le fusil. Et sauf que toi, non, tu vas pas faire ça. Tu vas faire autre chose. Tu vas dire, tu vas retourner le truc dans la tête des gens. Tu vas prendre à contre-pied. Ça, c'est très désagréable en tant que spectateur. Bon, c'est mon avis personnel, on s'en fout, mais en tout cas, ça dépend des histoires. Ça dépend des histoires. Ça dépend, comment l'histoire a été au global racontée aussi autour. Mais ça peut. En fait, déjà, si jamais tu changes le truc, mais que tu l'as pas préparé, comme on est en train de voir là. Si jamais tu dis, en fait, non, il a pas de fusil parce qu'il sait faire du Krav Maga et puis il tue le méchant. Bon, ça, c'est nul. Mais si jamais tu as établi le fusil, mais tu as aussi établi un autre truc plus discret. Genre, sur la table, il y a un bouquin de self-défense qui est posé, et puis, un mec le regarde en disant, je savais pas que tu faisais la self-défense, toi. Il fait, oh non, j'ai commencé la semaine dernière. Et voilà. Là, tu te dis, ok, il va pas pouvoir se servir de ça. Et puis après, quand il utilise la seule technique qu'il a appris du livre, ok, effectivement. Bon. Là, c'est des exemples très foireux que j'utilise. Mais dans l'idée, il faut retenir qu'il vaut mieux planter plus qu'on ne récolte qu'essayer de récolter ce qu'on n'a pas planté. Ouais, ok. C'est plus intéressant de faire comme ça. Parce que le déroulement des événements en fiction, il obéit aux règles de la logique. C'est, cause à effet, cause-conséquence. Et ça permet d'ailleurs de savoir si un récit fonctionne en essayant de le raconter avec des connecteurs logiques. Si on reprend l'exemple de la magie bleue et rouge, qu'on a établi là, avec la pleine lune qui change les rapports de force et tout, on passe ça sous forme d'une petite équation. Mathématique presque. Sachant que la magie rouge est plus forte que la magie bleue. Et que la pleine lune inverse le rapport de force. Et qu'on a un mage bleu qui affronte un mage rouge un soir de pleine lune. Voilà, on fait l'addition. Alors, le mage bleu gagne face au mage rouge. Oui, c'est complètement de la logique élémentaire, avec des propositions qui impliquent une conséquence. Voilà. Tu peux appliquer ça à n'importe quelle histoire bien réussie. Oui. C'est un syllogisme.
Désolé, j'étale le boss sur ce. Mais oui, c'est comme tous les hommes sont mortels. Aristote est un homme, donc Aristote est mortel. Mais oui, je vois complètement l'idée, ouais. Et du coup, tu peux appliquer cette construction logique à n'importe quelle histoire si jamais tu as envie de regarder, genre, tiens, dans Star Wars, c'est impossible de viser le trou minuscule dans lequel on met une bombe pour faire exploser l'étoile noire. Ouais. Je sais pas si vous avez la référence, voilà, à la fin de Star Wars, t'as l'étoile noire, il y a un tout petit trou, il faut balancer des bombes dedans, c'est impossible. Si jamais on essaye, et d'ailleurs il y en a un qui essaye et qui réussit pas, et ben voilà, c'est trop dur. On a établi ça, donc c'est difficile. Au moment où on voit le premier mec essayer de mettre la bombe dedans et rater, on se dit ok, ça c'est un truc quasiment impossible à faire. Ouais. On a établi que Luke a le même équipement que l'autre pilote, il a un ordinateur de visée, donc lui aussi il a les mêmes chances de réussir ou de rater que l'autre gars. Mais avant dans le récit, on a établi aussi qu'il y a un truc qui s'appelle la force. Ouais. Et donc la force permet de faire des choses incroyables. Et donc quand Luke est sur le point de le faire, qui désactive son ordinateur de visée et qu'il utilise la force, eh ben, il change les conditions. Il n'utilise plus du coup l'outil qui a perdu, qui n'a pas réussi. Il utilise la force qui, elle, a des chances de réussir. Et au moment où il réussit, on se dit pas c'est n'importe quoi, il y avait une chance sur 1 million. Non, il a réussi parce qu'il a utilisé la force. Ouais, là, on accepte la conséquence. On accepte la conséquence. Pour rester sur le thème de Star Wars, il y a Tegazin qui souligne les problèmes, enfin, moi, ce que je considère comme un problème de la nouvelle trilogie, avec dans le set des graines qui ont été plantées pour ne pas être forcément utilisées dans le 8. Alors, le 8 a pas mal réutilisé les trucs du 7, c'est juste qu'il les a utilisés différemment de ce à quoi on pouvait s'attendre. Le problème, c'est que le 9 a essayé de reprendre ce qui avait été planté dans le 8 et qui avait déjà été utilisé autrement. Pour moi, c'est ça le gros problème de cette trilogie. Okay. C'est que le 7 a fait des trucs, le 8 s'est dit ok, j'aime pas trop ces trucs, donc je vais les changer. Et le 9 a fait non, tu les changes pas, je reviens à comme c'était avant. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que l'histoire ne fonctionne pas. Pour moi, autant le 8 peut fonctionner, autant le 9 ne fonctionne pas parce qu'il va à l'inverse des règles de narration de base. Mais donc, oui, on a une construction logique, on peut appliquer ça à n'importe quelle histoire, ça permet de se rendre compte, voilà, est-ce que ça marche ? Est-ce que le lecteur ou le spectateur a toutes les infos nécessaires pour comprendre la situation dans laquelle on arrive après. Là, on a donné toutes les infos. Donc, les infos nécessaires, c'est de savoir que la magie est plus forte, que la pleine lune inverse le rapport de force, et qu'il y a un soir de pleine lune. Ça, c'est clair. Voilà, si on donne toutes les informations, ensuite, le lecteur va comprendre. Mais, qu'est-ce qui se passe si je fais ceci ? Je ne donne pas toutes les informations. Je mets une inconnue. Donc, sachant que la magie rouge est plus forte que la magie bleue, c'est ça. Que X, et qu'un mage bleu affronte un mage rouge à sort de pleine lune, alors le mage bleu gagne face au mage rouge. Je n'ai rien retiré à la construction. Donc là, attention, on n'est pas dans le cas où, après coup, je dis « Ah oui, d'ailleurs, c'était la pleine lune, et puis en fait, nanana. » Non. Là, je dis qu'il y a un truc. Donc je précise, on peut indiquer le vide dans une histoire. On peut indiquer le fait qu'il manque une information. On peut avoir un gars qui dit il n'a jamais eu de mage bleu qui a gagné contre un mage rouge, sauf une fois au chalet, il y a 4-5 ans. Voilà. Okay. Et là, il se retrouve au chalet. Voilà, on peut imaginer que c'est au chalet, tout est possible au chalet. Mais donc, en gros, on sait qu'une information nous manque. Ouais. En fiction, c'est ce qui s'appelle un mystère. C'est le cas typique du qui a tué Monsieur Violet dans un Cluedo. Voilà, c'est quelque chose. Il y a une information qui nous manque, mais elle existe. Donc là, quand on fait ça, on investit le lecteur dans l'histoire. Contrairement au cas précédent où on avait brisé la suspension consentie de l'incrédulité, quand on avait juste cherché une justification un peu savourie, là, on lui dit « Ok, il y a un truc, mais il faut que tu fasses gaffe. » Et je pense, à mon avis, que c'est une meilleure façon de faire. Parce que comme ça, on lui donne toutes les infos, et c'est à lui de résoudre l'équation. C'est au lecteur de participer activement dans le récit. Du coup, il doit réorganiser les informations. Voilà, c'est une équation. Hein. On met X en résultat. Donc la magie rouge est plus forte que la magie bleue. Un mage bleu affronte un mage rouge un soir de pleine lune. Et le mage bleu gagne face au mage rouge. Là-dedans, il y a une information qui veut dire quelque chose, qui veut dire que c'est possible. Donc, le mec va réfléchir 2 secondes et se dire et si c'était la pleine lune ? Et si la pleine lune inversait le rapport de force ? Ou si la pleine lune rendait les mages bleus plus puissants ?
X, la pleine lune, inversion rapport de force, on revient au même truc, sauf que cette fois-ci, le lecteur a participé dans cette info. Alors, dans le récit, on peut avoir un mec qui finit par l'expliquer au bout d'un moment. Ouais, c'est ça, pour pas qu'il soit perdu pour la suite. Mais... Bien sûr, mais on a laissé le temps au lecteur de se faire sa propre idée, de réfléchir et du coup de créer lui aussi une version du mensonge dans sa tête. Le lecteur, il comprend que les règles n'ont pas été brisées. Il se dit pas genre ah bah non, le mage bleu il a gagné, il devrait pas avoir gagné. Il se dit juste tiens, c'est bizarre, le mage bleu a gagné, il s'est passé un truc. Au lieu d'avoir brisé la suspension constante de l'incrédulité, on a investi le lecteur dedans. C'est l'intérêt d'un bon mystère. En fait, c'est parce qu'on lui donne les clés de résoudre le problème. C'est ça. Juste en disant que c'était la pleine lune, quoi. C'est ça. Mais c'est à lui de deviner que ça a été l'élément déterminant. Et dans ce cas-là, on lui a menti, mais on l'a pas pris pour un con. Non. On lui a pas dit t'inquiète, l'histoire elle a du sens, alors qu'elle en a pas. Non, on lui a menti et on lui a fait participer au mensonge. Parce qu'en réfléchissant à cette question, en se demandant c'est quoi ce X, c'est quoi cet inconnu, bah lui aussi, il a commencé à inventer dans sa tête. Des théories. Si jamais il est arrivé à la même conclusion, il a inventé le récit qu'on lui raconte. Alors oui, il y a aussi des théories, il peut être à côté de la plaque, mais dans tous les cas, il était investi dans le truc. Et dans tous les cas, du coup, il a participé au mensonge qu'on lui raconte. Ouais. Et faire participer le lecteur au mensonge, c'est sans doute le meilleur moyen, je pense, de renforcer la suspension consentie de l'incrédulité. Parce qu'il est, il est du coup complice, quoi, dans l'histoire. Il est complice, exactement. Dans l'art du mensonge, il vaut mieux avoir un complice. Et si jamais le complice, ça peut être la personne à qui on ment, alors franchement, là, on est au top. On est vraiment un très bon manipulateur, quoi. Exactement. C'est de l'inception de mensonge. C'est un super conseil pour ce soir. Si vous voulez être un bon menteur, soyez un bon manipulateur, tout simplement. Mais être auteur, c'est savoir manipuler. Parce que tu dois savoir quelles informations tu donnes et quelles informations tu gardes, à quel moment les informations doivent être données, et tu dois t'arranger pour qu'avec les informations que tu donnes, le lecteur arrive à la même conclusion que celle à laquelle tu veux l'amener. Tu dois lui dire, voilà, il y a ce trou-là en forme de quelque chose, je veux que tu remarques ce trou, parce qu'au moment où je vais le remplir, où je vais mettre la pièce du puzzle final, je veux que tu aies déjà cette image en tête. Donc il y a une manipulation. Un très bon auteur arrive à te faire trouver ce qu'il a envie de te faire trouver, genre une seconde avant la révélation. Les meilleurs auteurs sont capables de faire ça. Donc avec tout ça, on a trouvé quelques règles assez sympas à la narration. Donc l'idée qu'il faut maintenir l'illusion, qu'il faut rester cohérent pour le faire, qu'il faut savoir planter avant de récolter, qu'il faut savoir faire participer le lecteur au mensonge. Mais tout ça, on l'a pas déduit avec la méthode scientifique. C'était assez empirique. On a utilisé ce qu'on connaît, ce qu'on a déjà lu, ce qu'on a déjà écrit. Tout ça, c'est des règles qu'on a intériorisées. C'est du bon sens. Le bon sens, quand on parle de raisonnement cartésien, c'est pas top. Le bon sens, c'est dire, mais bien sûr que Dieu existe, vu que tout le monde le dit autour de moi. C'est du bon sens. Ah, je sais pas. C'est marrant que tu soulignes ça parce que ça dépend. Des fois, le bon sens peut aider à prendre des décisions qui sont. Des fois, des décisions intuitives sont aussi les bonnes. Alors, le bon sens doit ensuite être on doit utiliser le bon sens pour revenir à la méthode scientifique ensuite. Une fois qu'on a eu cette intuition de bon sens, qu'on s'est dit, tiens, c'est bizarre quand même, quand je balance un truc en l'air, ils s'en veulent pas, ils retombent. Là, tu commences à dire, il y a peut-être une règle. C'est peut-être pas juste du bon sens, c'est peut-être pas juste que la pomme, elle retombe parce que elle doit faire ça. Le bon sens, c'est un point de départ. Il y a des scientifiques qui sont pas mal... mais je pense que ça fait justement un peu scission dans la communauté, cette histoire de bon sens, parce que tu as des scientifiques qui abordent le monde d'une manière où on cherche ce qui est le plus intuitif, on essaie de décrire les phénomènes et de les interpréter de la manière la plus intuitive possible. Et c'est marrant parce que ça a vraiment fait scission dans la communauté scientifique au XXe siècle de tous ceux qui s'intéressaient à la mécanique quantique et la physique quantique, parce que c'est un champ dans lequel les lois dont on a l'habitude de voir, nous, à notre échelle, n'ont plus du tout le même comportement à l'échelle atomique et microscopique, on va dire. Et il y avait deux communautés de scientifiques. Tu avais d'un côté ceux qui voulaient absolument que la physique quantique, qu'on puisse réussir avec la physique quantique à décrire quand même avec les mains et avec des intuitions ce qui pouvait se passer. C'était le cas de Einstein qui voulait vraiment se ramener vers quelque chose qui soit accessible à l'esprit humain.
Et de l'autre côté, tu avais les matheux un peu purs et durs et qui disaient non, mais cherchez pas, en fait, c'est juste des maths. Et là, vous êtes juste en train de vous arracher l'esprit pour essayer de vous raccrocher à des choses réelles. Mais non, en fait, la description du monde quantique est bien trop impensable pour vous, quoi. Et ça me fait un peu penser à ça, ce que tu dis par rapport au bon sens et à l'intuition qu'on peut avoir des choses. Et je pense qu'en science, il y a un peu... c'est selon la personnalité, selon le scientifique, certains te diront de faire abstraction, effectivement, et d'autres te diront retourne un peu au bon sens pour décrire certains phénomènes physiques. Ça marche pas pour tous les phénomènes, évidemment, mais ça peut aider, je pense. Enfin voilà, c'était petit parallèle. Ce à quoi ça m'a fait penser. Mais dans les faits, ici, nous, on a utilisé du bon sens, et j'ai un contre-exemple qui montre qu'on s'est un peu fourvoyé, ou alors, en tout cas, qu'on a besoin de nuancer le propos. Parce qu'on a parler de ces règles de narration absolue, cette idée qu'il faut un récit cohérent, qu'il faut maintenir la suspension constante de l'incrédulité, qu'il faut planter avant de récolter, tout ça. Mais ces règles-là, elles n'auraient pas beaucoup parlé aux Grecs anciens. Eux, ils étaient friands de voir intervenir dans des récits des dieux qui sortent de nulle part pour changer la donne. C'est de là, du coup, que vient le terme Deus ex machina. Alors, c'est du latin, pas du grec, parce que le théâtre grec est passé par le romantique avant d'arriver vers nous. Mais dans le théâtre de la Grèce antique, il était habituel, pour résoudre un conflit, de faire intervenir un dieu à l'aide d'une grue. Alors, la grue qui s'appelait mécané en grec, machina en latin. Et donc, Deus ex machina, le dieu hors de la machine ou le dieu hors de la grue. Donc cette idée que on fait sortir un truc on l'a pas amené auparavant, ça. C'est pas en mode dans le premier acte on dit fais gaffe, si jamais tu vas trop loin, Athéna va se ramener, elle va te péter la gueule. Non, c'est juste qu'au bout d'un moment on se retrouve dans une situation, le héros va se faire démonter la face et on sait pas comment s'en sortir. Ah mince, c'est vrai, on a dit qu'il était seul contre 1000 hommes et il n'arrive pas à battre 1000 hommes. Et là d'un coup. Et bah, d'un coup, Athéna débarque. Ouais, non, c'est le héros. Alors je tue tout le monde. Et voilà. Ça, c'était super populaire dans la Grèce antique. C'était pas genre. Nous, on le regarde en rigolant parce que c'est pas la façon dont on raconte nos histoires. Parce qu'on a tendance à considérer que c'est un peu abusé. Mais à l'époque, c'était le meilleur truc possible. Quand on racontait une histoire, il fallait. Alors, sans doute parce que pour ces gens-là, les dieux existaient vraiment, donc c'était justifié. Pour eux, c'était clair que si Athéna, elle peut débarquer à un moment de ma vie et puis régler mes problèmes. Ouais. Et aussi, donc, je pense qu'au-delà, je sais pas, peut-être tu me corrigeras, mais au-delà du dieu, enfin de l'association du dieu, c'était souvent lié au destin. Et en fait, il y avait c'est pas tant les entités divines, mais c'est plus leur représentation au niveau du destin que ça impliquait, c'est-à-dire qu'ils croyaient peut-être au karma, c'est pas le bon mot, mais à cette idée que les choses arrivaient pour des raisons qui étaient liées à du destin, de la destinée, et que représentaient justement les dieux. Et ça, c'est le destin, c'est peut-être quelque chose du coup qu'on a commencé à enlever de nos récits au fur et à mesure des âges, en se disant non, en fait, faut pas invoquer une force de la nature ou quelque chose de supérieur à nous, mais faut que tout soit cohérent dans ce que nous on fait. Enfin, cohérent. La responsabilité n'est que humaine et plus divine ou liée. Enfin, c'est peut-être ce que tu allais dire du coup. Ouais. Alors, Tagazin qui dit que les Grecs ne croyaient pas eux-mêmes que leur dieu était réel, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais dans tous les cas, moi, ce que j'essaie de dire, c'est que pour eux, c'était acceptable l'idée que dans un récit, les dieux interviennent. Alors qu'aujourd'hui, imagine, tu regardes, tu regardes un film Marvel et à la fin, il y a le méchant qui est sur le point de tuer Captain America. Mais juste au moment où il va abattre son épée sur la tête de Captain America, il y a Dieu qui apparaît. Puis qui dit non, tu tues pas Captain America, ok. Et c'est comme ça que le film se termine. Ah ouais, ça ne passerait pas. Parce que en fait, les récits, ils sont liés à un contexte. Ils sont liés à une période, à un endroit. D'ailleurs, le Deus Ex Machina est très populaire dans l'animation japonaise, par exemple. C'est très commun qu'on fasse intervenir un pouvoir qui sort de nulle part au dernier moment. Là où dans un blockbuster américain, on n'aimerait pas ça et où ça n'aurait pas du tout sa place dans un récit qui se veut plus réaliste. Donc voilà, il y a différentes façons de raconter une histoire. Mais c'est peut-être là que c'est nécessaire pour un auteur d'avoir l'esprit scientifique. C'est là-dessus que je vais conclure. On est en science.
Voilà. Un auteur se doit d'observer le monde autour de lui, comprendre ce qui se passe dans les autres œuvres de fiction à un moment et à un endroit donné, être capable de reproduire ce qui fonctionne pour obtenir le résultat escompté. Observer, comprendre, reproduire. C'est la méthode scientifique qu'utilisent les auteurs. Non pas dans une quête de la vérité, mais du meilleur mensonge possible. Super. Et ce sera tout pour moi. Et bah, merci beaucoup. Super conclusion. En tout cas, ouais, super présentation. Merci pour cette conférence. Et merci encore de m'avoir invité. Et bah, avec plaisir. J'ai senti que ça se sentait que c'était préparé parce que la manière dont tu racontais, est-ce que c'est un thème que tu as déjà fait? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est parler de ça? Il y a des petits bouts à droite à gauche qui reviennent de sujets que j'ai déjà traités, mais sinon, j'avais jamais abordé le parallèle entre fiction et mensonge. Donc ça, c'était spécialement pour ce soir. Puis l'esprit scientifique, la méthode scientifique, c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais du coup, c'était l'occasion d'y revenir. Et bah, voilà. Super. Je suis content d'avoir été un des premiers sur lesquels qui host cette conférence en quelque sorte. Voilà, bah, sur le chat, n'hésitez pas si vous avez des questions concernant la présentation, que ce soit le mensonge, la fiction, la narration, les schémas, les tropes, ou même en ce qui te concerne toi, le tropeur. Déjà, qu'est-ce que vous avez pensé sur le chat? N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la présentation, tout simplement. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'était très compréhensible. J'ai beaucoup aimé l'image des mages qui ont chacun avec des règles. Et je suis tout à fait d'accord avec... on s'en fout un peu, mais je trouvais que j'étais assez d'accord avec les images... les règles que tu introduisais avec les syllogismes. Je viens de voir que ta cam a changé de taille, mais pas de problème. Oh mon Dieu. Hop, elle a rechangé. Donc voilà le bingo, hein. N'hésitez pas surtout à valider votre case bingo pour ce soir. Donc je regarde s'il y a des questions, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on pourrait, sur quel point on pourrait revenir? On pourrait éventuellement parler de ta chaîne que tu nourris assez régulièrement avec tes projets. Est-ce que tu as une vidéo en préparation là par exemple ou... Bah, là ça tombe bien parce que j'ai une vidéo qui sort demain. C'est une vidéo qui n'aurait pas forcément dû sortir demain, mais j'ai eu de la chance, ça allait plus vite que prévu. C'est le dernier épisode de la saison 2 de mon émission principale. Donc c'est l'émission qui parle des tropes, qui s'appelle Le Tropeur de l'extrême. Il se trouve que traditionnellement, mon dernier épisode de saison est purement fictionnel. C'est une émission qui a une part fiction et une part chronique, comme beaucoup d'émissions sur YouTube. Et donc, du coup, demain, c'est de la pure fiction. C'est 12 minutes de finale de série avec les personnages qu'on a appris à connaître au cours de cette saison. Voilà. Sacrée série très quali, hein, parce que ce que j'ai pu voir, c'est que c'est le genre de série qu'on aime sur YouTube à regarder. Donc super boulot en tout cas. Merci. Et, donc apparemment les gens ont quand même pas mal bien apprécié ta présentation sur le chat. Je sais pas si tu l'as. Merci les gens. Ouais, si j'ai vu, je regarde. Je remercie tout le monde. J'ai envie de dire merci individuellement à tout le monde, mais ça va être un peu lourd. Mais merci à tout le monde. Moi je me demandais, est-ce que tu as des tropes préférés, des trucs sur lesquels tu te dis, ce serait lesquels par exemple? J'en ai que j'aime beaucoup. Je pense que... Alors, il y en a un qui est assez... qui est un archétype de personnage que j'aime énormément et que je trouve qu'on ne voit plus trop dans nos histoires. Tout comme il y a un grand vilain, il y a un grand gentil. C'est ces histoires où il y a ce sorte de personnage archétypal du bien qui est toujours du côté des protagonistes et qui les aide comme il peut et qui est capable de faire bouger les choses. C'est un archétype assez dans les faits, c'est un rôle qui nous vient des dieux, des dieux anciens et tout ça. Mais l'idée, c'est que tu as ce personnage en fait qui n'est pas qui n'est pas un obstacle, mais qui est dans une position de pouvoir. Et donc du coup il peut faire avancer l'histoire du bon côté en opposition au grand méchant, parce que très souvent dans les histoires le grand méchant fait tout et les protagonistes se contentent de réagir.
J'aime bien l'idée d'avoir ce personnage qui vient contrebalancer. Genre, là où il peut, il va aider. Genre le gentil roi dans les histoires de fantasy, ou bien la figure d'autorité responsable dans les histoires de science-fiction. Alors, très souvent, j'aime aussi beaucoup ce personnage parce que le moment où tu le tues, ça change tout. C'est le moment tragique, quoi, souvent. C'est le moment tragique, mais aussi ça change la balance de pouvoir. Parce que jusque-là, tu avais un truc équilibré entre des méchants et des gentils. Là, d'un coup, les méchants prennent le pas sur le truc, et c'est très classe en général. J'aime beaucoup ça. C'est comme Gandalf qui tombe du pont dans le Seigneur des Anneaux, par exemple. Voilà, alors Gandalf qui a aussi le rôle du mentor en plus, il a double casquette, mais oui, il y a beaucoup de ça, vu que Gandalf est une divinité en soi. Et un autre truc que j'aime énormément, en anglais, il s'appelle What You Are in the Dark, donc ce que vous êtes dans les ténèbres. Et en gros, c'est quand un protagoniste fait face à un choix, qu'il n'y a aucun témoin, et que quoi qu'il fasse, il n'y aura pas forcément de conséquences sur lui. C'est-à-dire, moi, l'exemple que j'ai en tête, qui est très cool, c'est dans La jeunesse de Picsou. Chapitre 3, je crois, quand il est en Australie, ou c'est peut-être le 4, bref. Quand il est en Australie, Picsou se retrouve est à la recherche d'un opale géant. Et à la fin du truc, après avoir rencontré les aborigènes à qui appartient cet opale, c'est leur trésor culturel, il tombe dessus, il est tout seul, il n'y a personne autour de lui, et il peut juste prendre l'opale. Il lui arrivera rien si jamais il la prend. Il n'aura aucun problème. Les aborigènes ils sont plus là. Il y a plus aucun souci. S'il le fait, tout ce qu'il a, la seule conséquence, c'est que, il va devenir le canard le plus riche du monde, et il va devoir vivre avec ça toute sa vie, savoir qu'il a fait ça. Et juste ce choix. Alors, dans ce cas-là, il a choisi de ne pas le faire. Il choisit de laisser l'opale et de ne pas devenir le canard le plus riche du monde aussi vite. Ça lui prendra beaucoup plus de temps, beaucoup plus de travail et beaucoup plus de sueur et de sang. Mais j'aime en fait quand les personnages sont confrontés à leurs propres valeurs, en fait, c'est ça, et à eux-mêmes, ce qu'ils sont. C'est ça. Quand c'est un dilemme, mais pas un dilemme où ils sont forcés. Parce que c'est très facile de faire des histoires où ton héros, il n'a pas le choix. C'est genre, t'as le méchant qui lui dit soit tu tues ta femme, soit je détruis la ville. Est-ce que ça nous dit vraiment autant de choses sur le personnage que si jamais il a un choix à faire et qu'il n'y a pas de conséquences? Il est seul. Il y a des conséquences, mais il n'y a rien qui le force. Voilà. Et Tagazin qui nous sort la bonne réplique. Et c'est pour ça, au moment où il soulève l'opale, et qu'on croit qu'il va prendre, que je la laisse. Et il repart, et l'opale est reposée en place. J'adore La jeunesse de Picsou. Il faut savoir que c'est c'est mon comic préféré, ma série de comics préférée. Je trouve que c'est juste excellent. C'est bien écrit. C'est des trucs que, quand j'étais petit, je lisais, je trouvais ça bien. Mais en grandissant, en les relisant, c'est vraiment bien. C'est vraiment super bien écrit. Et je conseille à n'importe qui, même aux adultes. C'est une très très bonne BD qui comprend très bien le personnage et qui en fait quelque chose d'intéressant. Et donc du coup, c'était ça un peu mon entreprise. Ok, cool. Il y a Diffracto qui pose une question au sujet du Deus Ex Machina des Grecs. Peut-on imaginer qu'il s'agit d'une équivalence au postulat, entre guillemets, les postulats, simplement insérés différemment dans le temps? Qu'est-ce que le postulat? Je pense que ce qui veut dire, c'est que ce serait le postulat de départ dans une histoire. C'est-à-dire, parce que l'idée de Deus Ex Machina, c'est que ça. C'est une règle qui existe et qui va arriver à un moment. C'est que ça change tellement les règles du jeu que ce serait le truc que normalement on introduit au début. Ça, c'est aussi un truc en fiction. Quand on a quelque chose de très important, il vaut mieux l'introduire au début. Tu vois. Si c'est un truc où tu vas dire attends, c'est bizarre, il vaut mieux que ce soit établi dès le début. Si je commence mon bouquin en disant Athéna observait les mortels du haut de l'Olympe, là déjà tu sais où t'es, t'as ton postulat. Et je pense que justement, c'est pas un postulat parce que c'est pas au début. Ce que tu fais, c'est que tu changes la donne en introduisant ça plus tard dans le récit. Franchement, ça peut se faire. Hein. Tu regardes, imaginons, je sais pas, Dragon Ball. Quand on introduit tout à coup que Sangoku est un alien venu d'une autre planète et qu'il a un frère qui débarque de l'espace et qui commence à lui dire que voilà, t'es un méchant Saiyan, puis tu dois tuer la planète, c'est sorti de nulle part. On a changé le postulat et ça a créé un nouveau truc qui s'appelle Dragon Ball Z. C'est plus Dragon Ball. Bon, c'est passé.
dans les faits, parce que l'histoire était déjà c'était un peu n'importe quoi déjà de base. Dragon Ball, il s'amusait beaucoup, Toriyama, en le faisant. C'est devenu plus sérieux après. Mais en gros, tu peux le faire. Mais c'est un risque assez important. Il y a plein d'œuvres qui se pètent la gueule comme ça. Des séries télé où tout à coup, plus rien n'a de sens parce qu'on a décidé de changer de postulat. Je repense à Lost, par exemple, où à partir de quelques saisons, c'est allé dans n'importe quel sens parce qu'ils ont changé de postulat. Ils ont commencé à dire « Ouais, non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a un voyage dans le temps, et puis quand on remonte dans le temps, et ben ça change. Enfin, à partir du moment où un seul truc du voyage dans le temps, c'est parti en couille, mais sévère. Très souvent, quand on a un produit du voyage dans le temps dans un univers, on casse tout, parce que le voyage dans le temps, c'est très compliqué à bien écrire. Ouais, à cause des paradoxes. Etc. À cause des paradoxes, ouais. Parce que logiquement, dès que tu as un produit du voyage dans le temps, tu casses toutes les règles de ton récit. C'est ce truc de base, mais si jamais tu dis les choses ont des conséquences. Si jamais tu dis on peut revenir en arrière, changer ses conséquences, c'est. En parlant de voyage dans le temps, j'ai une anecdote personnelle parce que je pense que je suis victime d'un voyage dans le temps. C'est une théorie, c'est un truc un peu bizarre en fait. Bon après on reviendra aux questions, mais c'est juste, je trouve ça marrant. C'est que un jour, quand j'étudiais encore, je cherchais mes classeurs de notes sur lesquels je prenais mes notes de cours et des classeurs qui étaient assez bien remplis avec tout ce qu'il faut pour réviser. Et le truc, c'est que je les trouvais pas, en fait. Mais vraiment, j'en avais besoin pour réviser et je les trouvais pas. Je les cherchais partout. J'ai demandé à mon ancien coloc si je les avais pas laissés dans mon ancien appart, etc. Chez mes parents. Bref, j'ai jamais réussi à retrouver ces classeurs. C'est fou, ils ont disparu. Mais complètement. Et en fait, je me suis dit, pour résoudre le problème, en fait, c'est simplement que un jour, j'aurais tellement besoin de ces classeurs que dans le futur, moi ou quelqu'un à qui j'aurais parlé de ces classeurs ira dans le passé, les prendre à un moment où ils existaient, pour me les ramener dans le futur. Donc dans le futur, je vais le ramener. Et comme ça, en fait, il n'y a pas de paradoxe. Et je pense que dans le futur, moi ou quelqu'un d'autre me ramènera mes classeurs que j'aurais pris dans le passé. C'est pour ça que je les trouve pas aujourd'hui. Bref, c'était l'anecdote un peu pourrie sur ma vie. Mais voilà, c'est une boucle temporelle stable. Et c'est très stable. Donc c'est la seule manière que j'explique pourquoi j'ai perdu mes classeurs. Donc voilà, n'hésitez pas si un jour vous avez la technologie. Maintenant que j'en parle là, peut-être que c'est grâce à ça justement que vous allez récupérer mes classeurs. Force de le dire à plein de monde, tu vois, j'augmente la probabilité que quelqu'un ait récupéré mes classeurs. Bref, on retourne aux questions. Désolé pour cette petite parenthèse, je trouvais ça marrant. Tagazin qui regarde beaucoup de catch, et justement c'est marrant parce que le catch, ça a cette dimension faux, mais on sait que c'est faux, mais c'est quand même cool. Alors justement, qu'est-ce qui nous fait, quand on est amateur de catch, aimer autant le catch? C'est peut-être parce que dans ce faux-là, on sait qu'il y a une part d'improvisation et de choses qui sont pas contrôlées et qui du coup seraient vraies à ce moment-là. Je pense que alors ce qui est intéressant, alors je suis pas très connaisseur, mais je vois vite fait comment ça fonctionne. Ce qui est intéressant dans le catch, c'est qu'il y a alors de la réalité. Les mecs ils se mettent quand même vraiment des mandales, même s'ils ont des techniques pour diminuer l'impact des coups et ne pas se blesser à jamais, de façon permanente. Mais il y a une part de violence qui est réelle, et derrière, ils construisent quand même une fiction qui est... c'est des séries télé, le catch. Tu as des personnages, tu as des protagonistes, des antagonistes, des rivaux, il y a des histoires entre eux qui se battent. Enfin, c'est fascinant à suivre, même si c'est faux. Quand tu regardes une série, tu sais que c'est faux et ça ne te dérange pas. Donc là, c'est une série, mais en plus, quand ils se mettent des mandales, c'est plus ou moins pour de vrai. Je pense que il y a suffisamment de vérité et le mensonge apporte suffisamment à cette vérité pour que les gens suivent. Ouais, bien dit. Alors il y a MQL Pidest qui dit: je suis arrivé en cours, est-ce que c'était plutôt une analyse des règles d'écriture pour parvenir à une histoire à succès, ou est-ce que c'est une analyse après des choses qui ont marché pour déterminer justement ce qui marchait? Alors que tu l'as dit, c'est quand même plutôt empirique. Dit autrement, les bons récits fonctionnent parce qu'ils suivaient cette construction ou parce qu'on y trouve cette construction dans ceux qui sont plus appréciés. Donc de ce que toi tu disais plus tôt, c'est que après coup, plutôt on a réalisé d'un point de vue empirique que c'est ça qui marchait, on a analysé les fondations, la structure, et on l'a répété, et après on a confirmé que c'est ce qui marchait, quoi, finalement.
C'est plutôt ça, oui. En fait, c'est très... Comment ? Les méthodes d'écriture, déjà, c'est un truc qui est compliqué, surtout en France, parce qu'on n'aime pas beaucoup ça, dans la mentalité française, et que l'auteur est d'inspiration divine, que c'est le talent incroyable qui lui fait écrire des histoires et qu'il n'a jamais eu besoin de lire la moindre méthode d'écriture ou de se poser des questions sur ce qu'il écrit. Ça vient seul, c'est une question humaine. J'ai très souvent des commentaires là-dessus. Ouais. Il y a une vision de la littérature en France qui est comme ça. Bien sûr, c'est un peu pareil aussi. C'est vrai. Ouais, vas-y, je te laisse continuer. Mais en fait, dans les faits, il y a des œuvres qui ont bien marché pour certaines raisons et qu'on a imitées. Il y a des gens qui ont décidé d'inventer une nouvelle structure et puis ça a marché et donc on l'a répété. Enfin, c'est le fait la poule. Je dirais que principalement, on tire nos analyses parce qu'on observe que ce qui a marché ou bien on observe ce qui n'a pas marché, on essaie de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Donc c'est très, très empirique, très, voilà, on regarde ce qui s'est déjà passé. Mais ensuite, après avoir observé, très souvent, les gens qui font ces analyses, les gens qui étudient ça, c'est aussi des auteurs, donc ils vont le rappliquer. Et en fait, à chaque fois, c'est une sorte de courbe qui se corrige toute seule. C'est-à-dire qu'on reproduit ce qui a fonctionné d'une autre façon, et puis on voit que dans ce qu'on a reproduit, il y a des trucs qui fonctionnent moins bien. Et voilà, à force, on va à gauche, à droite, on fait du bien, du pas bien. Peut-être qu'il y a aussi de la sélection naturelle, entre guillemets, des histoires, dans le sens où on ne connaît pas les histoires de l'Antiquité qui n'ont pas marché, parce qu'elles étaient trop pourries. Alors que ça se trouve, voilà, les Grecs, ils ont testé des milliards de trucs. Et en fait, les pièces de théâtre qui n'ont pas fait de succès, elles n'ont pas été retenues par l'histoire, tout simplement. Alors ça joue. Ouais. Ça joue. Il y avait, alors j'ai plus le nom en tête. C'est une règle de la littérature de. Alors, je sais plus, c'est un auteur de science-fiction qui avait lancé cette règle comme la règle ultime de la littérature de science-fiction, et ensuite ça a été repris comme la règle ultime de la littérature, qui a été repris comme la règle ultime du monde. Ah. C'est 99%. Alors la règle de base, 99% de tout ce qui s'écrit en science-fiction, c'est de la merde. Ouais. C'était son postulat de base, cet auteur. Il disait genre, peu importe à quel point tu aimes ton truc, tu vas sans doute faire partie des 99% de merde. Et il y a ce 1% qui ressort, que tout le monde prend comme modèle et que tout le monde essaie d'imiter, et tous les gens qui l'imitent, dans cette imitation, 99% vont faire de la merde, et il restera 1% qui va réussir. Et je pense que c'est une réalité. C'est qui 99% de... Alors, un auteur de science-fiction, c'est ça? Connu? Un auteur de science-fiction connu. Il y a une page Wikipédia sur la règle. Okay. Si jamais attends, je peux te le trouver. Ouais, tu peux regarder vite fait. Je fais le chat. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, comme d'habitude. On a encore un peu le temps. Et c'est bien que tu aies fait une présentation dans les temps. Parce que je soupçonne mes invités de manière générale à faire des présentations trop longues. Des fois, je me dis, bon. Mais là, c'est bien, ça a été bien dans les temps. Donc, c'est cool qu'on a ce petit moment d'échange. Et de. Ah, Sturgeon. C'était. Alors, attends, je te sors l'article, le petit Wikipédia dessus. Ouais. Donc, Sturgeon's Law, la loi de Sturgeon. La loi de Sturgeon. Il y a même une version française de la page. Oh là là. Hop. Non, je pensais pas que je me disais pas que ça allait être trop long, mais j'ai des fois l'impression que dans certaines émissions, les invités dépassent un petit peu. Ah. Alors après, maintenant depuis du coup j'ai changé le format, enfin en quelque sorte changé. Ah oui, excuse-moi, t'as essayé de mettre le lien. Ouais, c'est un échec. Je demanderai au modérateur s'il vous plaît de mettre le lien. La loi de Sturgeon. Sturgeon. Permit le Tropper. Ah, on t'a mis la permission. Ah. Pour seulement un lien. Attention. Oh mon Dieu. Aidendal, il rigole pas. Ah, votre message est identique à celui que vous avez envoyé lors des 30 dernières secondes. Yes, merci. C'est un deuxième échec. Bon, il est un peu trop vénère notre bot. Hein. Mais le geek a mis le lien. Ah, mais c'est bon. La loi de... En fait, il vaut mieux prévenir que guérir. Oui, du coup, cette loi. Excuse-moi, tu disais faut prononcer, écrit. Oui, la loi de Sturgeon. Donc, du coup, qui disait 99% de toute chose est de la merde, c'est ce qui est arrivé à la fin, parce qu'au début, c'était 99% de la littérature science-fiction, puis 99% de la littérature. Et en fait, je pense qu'effectivement, il y a une sorte de sélection naturelle. Ouais. Et quand je suis sur YouTube,
Et on sait par exemple que 99% des vidéos YouTube font moins de 10 vues. Oui, et ça me fait penser à la loi de... C'est pas la loi de Zap ou un truc comme ça, ou je sais plus. Excuse-moi, vas-y, continue, parce que là je suis en train de partir dans un truc. Mais oui, non, si, il y a un truc comme ça, c'est genre 20% des 20% des vidéastes font 80% des vues, un truc dans le genre. Mais je crois que c'est même moins. Il y a en gros 99% des vidéos qui font moins de 10 vues, ça veut dire que même quand on trouve une vidéo, on se dit c'est une petite vidéo qui n'a pas bien marché. Si elle a fait 11 vues, elle est dans les 1%. Dans les 1% de tout ce qui ressort. Putain, mais et ça franchement, va, combien de vidéos de 11 vues regarde-t-on? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Donc du coup, oui, il y a une sélection naturelle. Et du coup, forcément, ça se trouve dans ces 99%, il y a une vidéo de 10 vues qui est incroyable. C'est la meilleure vidéo YouTube du monde. On devrait tous s'en inspirer. Mais personne ne la regarde. Donc, ça, c'est mes vidéos, ça. Ah ouais. Je reconnais. Non, mais ou alors c'est la loi de Zip. Là, je suis en train de mais du coup, à côté de ça, il y a des vidéos pas ouf, qu'on pourrait considérer comme pas ouf, mais elles fonctionnent. Ouais, bien sûr. Et genre des trucs du genre défi, machin truc, je mange mon propre caca. Écoute, celui d'un autre pendant 24 heures. Voilà, ou celui d'un autre, soyons fous. Pendant 24 heures, important. Mais ça marche. Du coup, les gens, c'est pas forcément que c'est bien, mais comme ça marche, les gens le refont. Ouais. Et bon, voilà, c'est aussi ça le truc, c'est que en fiction c'est pareil, il y a des trucs nuls qui réussissent, il y a des auteurs à la mort moelle-neu ou bien des réalisateurs nuls, il y en a plein et qui fonctionnent très bien. Et il y a plein de gens que ça inspire. Et quand tu es auteur, tu essaies aussi de voir selon tes goûts et selon ce que tu trouves considères comme bien ou pas bien. Et tu essayes d'analyser empiriquement dans les trucs que moi j'aime, dans les trucs que moi je considère comme qualitatifs. Qu'est-ce qui se passe? Et tu essaies de le refaire en espérant ne pas te retrouver dans la case des trucs que tu n'aimes pas. Et on y arrive bien plus facilement qu'on ne le croit. Oui, la question de Destrix69, je l'avais bien vu, t'inquiète pas. Il te demande si tu fais toujours des streams le dimanche. Moi, je savais même pas que tu streamais. Alors, j'en ai fait genre 2 en tout, mais T'en fais sur Twitch ou sur YouTube? Ça dépend. J'en ai déjà fait Twitch, j'en ai déjà fait YouTube. Ça dépend du genre de stream que je fais. Si je fais du gaming, ça sera plus sur Twitch. Si jamais je fais des trucs plus où je fais participer des gens, c'est sur YouTube parce que c'est là qu'il y a des gens qui me suivent. Okay. Alors, j'en fais pas spécialement. Là, je me dis qu'avec le confinement qui risque d'arriver, désolé, on arrive sur ce sujet, il y a des chances pour que je stream de temps en temps. Passer le temps, mais les streams du dimanche c'est pas forcément d'actualité comme rendez-vous régulier. Après c'est possible que j'en refasse. En général quand j'en fais c'est dimanche, j'ai pas de vidéo à monter parce que je suis à temps dans mon calendrier, ce qui arrive des fois. Donc je me dis allez, je fais un petit stream comme ça c'est sympa, la cool. Okay. Une question de Dieu Condor éternel. C'est quoi ton avis sur la réutilisation d'éléments sans sens que tout le monde accepte dans les récits ? Genre quand tu as besoin d'éléments primordiaux, c'est toujours eau, feu, terre, air. Éléments dans ce sens-là. D'accord, les éléments alchimiques. Mon avis sur la réutilisation d'éléments sans sens. La question. Parce que, sans raison, il voulait dire. Oui, sans raison. On n'a pas de raison d'utiliser ces éléments. En fait, c'est juste que ces éléments, c'est des trucs très basique dans ça notre parle culture. à tout le monde aussi. Ça parle à tout le monde. Tu peux faire n'importe quoi avec. Tu peux faire Avatar, si vous n'avez jamais regardé le dessin animé Avatar, et moi j'ai regardé récemment, genre le mois dernier, j'ai trouvé ça ouf. Genre j'avais jamais vu un dessin animé aussi bien. C'est la série ou le la série animée. Parce qu'ils vont faire un long métrage. Il y a eu un long métrage, j'ai pas encore regardé. Il y avait un film long métrage, mais il était pas terrible. Il paraît qu'il est très nul. J'ai hâte de le regarder parce que j'aime bien m'afficher des trucs. Mais la série est très cool. Et donc, tu vois, ils sont partis sur cette prémisse. Ils se sont dit, ok, on imagine que voilà, aussi simple que possible, air, feu, terre, eau. C'est des éléments de magiciens et ils les utilisent. Voilà, il y a des pyromanciens, des géomanciens, des aquamanciens, tout ça. Je crois qu'ils n'utilisent pas ces termes-là dans le dessin animé, mais ça va être maître de machin, je sais plus quoi. Bref, c'est chiant. Traduction française, c'est pas ouf. Et du coup, ça, c'est le truc de base que tu peux faire. Mais imaginons juste, moi, je fais une histoire et puis j'ai envie d'avoir 4 personnages, mais je sais pas comment les définir différemment.
Ouais, c'est la quand on écrit, on n'arrive pas à différencier les personnages. Voilà. Ça, c'est mon héros. Il est gentil, il aime bien la justice. Ça, c'est son meilleur ami. Il est gentil, il aime bien la justice. Bon, voilà, tu tournes vite en rond. Ils sont tous bruns, aux yeux bruns, parce que je dessine tous mes personnages comme moi. Faites pas ça. Mais sinon, tu peux te dire, tiens, ok, je vais faire mon personnage principal. Il va s'appeler Fire. C'est le personnage du feu. Il est toujours énervé. Il est chaud patate. Il s'habille en rouge. Il a les yeux orange. Puis ça c'est son rival. Il s'appelle Water. Il est bleu. Il est calme. Il est plutôt du genre à réfléchir à ses actions avant de les faire. Puis ça, voilà, comme dans Pokémon, c'est pareil. Et tu peux toujours faire des trucs. Ça aide à la avec les éléments. Voilà. Créer des personnages, créer des clans, créer la coopération ou de l'adversité, entre les. Ouais. Tout ce qui compte après, c'est ce que t'en fais. Ouais. Et c'est vrai que c'est beaucoup utilisé. Je pense dans les mangas, Naruto, c'est pareil. T'as des clans en fonction de, même si c'est pas c'est des sortes d'éléments finalement aussi qui sont dans les clans ninja, des trucs comme ça. Les villages ont des éléments, mais aussi les pays. Genre le village de Naruto, c'est dans le pays du feu, par exemple. Voilà, il y a le pays du feu, le pays du sable, le pays de l'eau. Parfois, faut pas chercher plus loin. Si jamais avec ça, tu fais quelque chose d'intéressant. Parce que si jamais tu consistes juste, tu fais l'exemple qu'il faut pas faire que je viens de faire là. T'appelles ton personnage Fire, c'est le personnage de feu, puis t'as ton personnage c'est Water. Waouh, voilà, tu fais un peu de la merde. Puis c'est du réchauffé. C'est du réchauffé, voilà. Mais voilà. Joli. Mais clairement, si jamais tu utilises juste ça, par exemple, t'es en train de faire ton histoire, elle est incroyable, mais tu sais pas comment faire passer un obstacle dans je ne sais quel. Imaginons, c'est une histoire de fantasy et t'arrives dans un. Ils ont besoin de faire 4 épreuves avant de passer. T'as pas d'idée pour ces épreuves. Tu peux partir d'une base simple. Tu te dis voilà, il y a le temple du feu, le temple de l'eau, le temple de l'air. Puis ensuite, tu trouves tu réfléchis à ça, tu trouves des concepts. Si jamais tu pars du truc de base, bon, c'est le temple du feu, il fait chaud, il y a du feu, bon, c'est nul. Mais si jamais tu dis, tiens, le temple du feu, c'est intéressant parce que dans mon univers, le feu, c'est aussi lié à ce peuple-là. Et donc, du coup, ce serait un temple qui est lié à ce peuple-là et il faut à tout prix qu'ils utilisent la culture du peuple du feu pour passer tant de Dieu. Là, tu commences à faire des trucs, tu vois. Adapte quelque chose, en fait. Prends-le et fais-le à ta sauce. Et du coup, là, ça va. Ouais. Ça va. Alors, regarde s'il y a d'autres questions existentielles. Non. On peut revenir éventuellement sur tout à l'heure, tu disais, il y a ce gars qui pense que. Alors, attends, c'était quoi? C'était l'histoire des 99%? Non, oui, il n'y a pas besoin de lire autre chose. L'auteur, il a juste un talent. Oui. En fait, ça me fait penser, je te disais, ça me fait penser aussi en science à un peu la même chose, parce qu'il y a souvent cette histoire de scientifiques les plus connus sont juste des génies. Alors, bon, oui et non. C'est-à-dire que oui, il y a ils avaient un intellect, je pense, assez élevé, mais non, c'était pas non plus des dieux vivants dans le sens où ils ont fait aussi des erreurs, ils se sont trompés et ils avaient souvent besoin des autres pour justement développer leurs théories et leurs concepts et leurs idées. Et tout seul, en fait, ils auraient pas pu faire ce qu'ils ont fait. Donc voilà, après, je pense que on peut être un peu un génie, mais le génie ne s'exprime que aussi dans les bonnes circonstances, quoi, on va dire, avec le bon entourage et dans les bonnes conditions, quoi. Moi, je dirais que toutes les personnes qui disent s'être fait tout seul, c'est des personnes qui ont la mémoire courte et qui ont très vite oublié les gens qui les ont aidés. Je pense que tu vas nulle part tout seul. On a tous une maman déjà, voilà. Penser à la famille. Penser à la famille. Mais voilà, pour revenir sur le truc des auteurs, hein, quand tu es un auteur, tu peux être le mec le plus doué du monde. Si jamais tu ne fais pas relire tes manuscrits avant de les envoyer, tu n'iras jamais nulle part. Il faut que tu aies un avis extérieur parce que une histoire, que ce soit un livre, un film, ce que tu veux, la façon dont tu la racontes, ça va pas être la même façon qu'elle va être prise par les personnes qui la lisent ou qui la regardent. Toi, dans ta tête, c'est clair, dans ton univers, que ton héros, il a la peau verte. Mais si jamais tu le dis pas dans ton bouquin, tu vas juste avoir un gars qui va dire « Ah, c'est marrant, ton personnage, j'aime bien celui qui a la peau bleue. » Voilà, c'est tout. Il faut que tu te rendes compte que le récit que tu poses, c'est pas celui qui est là. On a tous notre histoire dans notre tête avant de le poser. Et on a tendance parfois à oublier. C'est normal. Hein. C'est difficile d'avoir un récit de 30 000 pages dans la tête et puis de rien oublier. Du coup,
tu as besoin au moins ne serait-ce que d'un lecteur. Déjà, c'est ça. Ensuite, tu peux peut-être essayer de te publier comme tu veux, d'imprimer toi-même ton bouquin, de faire toi-même ton papier en coupant toi-même les arbres de ta forêt. Au bout d'un moment, tu auras besoin de gens. Et il faut... Je veux dire, il y a très peu d'auteurs qui sont aussi imprimeurs ou qui sont au courant qui sont au fait de tous les trucs de l'édition. Voilà. Et je pense qu'en science, c'est pareil. Enfin, il y a très peu de scientifiques qui sont tout seuls dans leur cave, qu'ils ont construit eux-mêmes, à trouver des trucs incroyables et ensuite à publier eux-mêmes sur leur propre papier, dans leur propre journal, leur propre recherche. Ça n'existe pas. Non, ouais, c'est sûr. C'est un peu un mythe qu'on entretient. On a besoin de figures un peu qui nous aident de modèles, quoi, vers tendre. Ça peut un petit peu aider à te motiver, mais c'est souvent illusoire, quoi. Enfin, faut s'en rendre compte. Est-ce que je suis le seul dont le moment préféré dans le récit, c'est l'exposition de l'univers? Est-ce que toi, tu aimes cette partie-là du récit? Très peu. Très peu. T'aimes pas les 50 premières pages du Seigneur des Anneaux, de la communauté de l'anneau? Alors, je les ai lus. Ouais, mais non, ça va parce que je trouve que Tolkien est un très bon auteur. Et il arrive. En fait, c'est ça le truc qu'il faut comprendre, c'est que le gros bloc d'exposition, si tu es très bon, tu peux le faire. Il n'y a pas de souci. C'est juste que moi, quand je conseille en général aux gens de ne pas le faire, c'est parce que la plupart des gens ne sont pas très bons. La plupart des gens sont OK ou bons. Ouais. Et ça suffit pas pour faire des gros blocs comme ça. Enfin, si jamais tu me dis, OK, je vais te raconter l'histoire la plus ouf du monde, mais d'abord, tu dois passer par 50 pages pour la comprendre. Ça, bof. Moi, à la limite, je préfère, balance-moi dans ton histoire, commence ton histoire en disant, Glaborp est le plus grand des Schlurks de la Terre. OK. Ça. Et là, je me dis, OK, bon, je sais pas ce que c'est qu'un Glabork, je sais pas ce que c'est qu'un Blork, mais je vais découvrir. Mais si tu commences en disant, sur la planète des Glabork, qui sont une race au bout d'un moment, moi, je préfère être dans le récit, et ensuite, l'exposition se fait au fur et à mesure. Je préfère qu'il se passe des actions, qu'il y ait des trucs qui se passent, qui me donnent envie de suivre, qu'on me pose des questions, plutôt qu'on me mette un bloc. Après, il y a des gens qui aiment qu'on leur raconte un autre univers, qu'on les fasse voyager. Je pense que c'est le cas de Dieu Condor. Là, s'il aime l'exposition, je pense que c'est parce que quand il est comme ça, il découvre l'univers. Il a le temps d'arriver dans ce nouveau monde, de se poser des questions dessus et tout ça. Moi, j'ai besoin d'un récit. J'ai besoin d'une intrigue. Et ensuite, l'univers autour, je vais me plonger dedans comme ça. Faut imaginer que l'intrigue, c'est le train qui t'emmène dans l'univers. Alors que si jamais tu fais des gros paragraphes d'exposition, bah, tu me dis, on va faire une petite randonnée. Et ensuite, tu arriveras à destination et là, on pourra commencer. Tu vois. Et moi, je suis pas fan. Je pense qu'il y a des gens qui aiment. Hein. Toutes les questions où on dit est-ce que je suis le seul, nanana, t'es jamais vraiment le seul. Ouais, c'est la personnalité du lecteur. Comment il perçoit la lecture, qu'est-ce qu'il aime dans la lecture, en fait, aussi dans ce qu'il aime lire. Tiens, il y a Edonel qui dit qu'il a 25 ans de MJ en JDR et qu'il adore faire les univers. Bah, moi, si je joue à JDR, bon alors, j'aime bien le temps de créer le personnage, tout ça, c'est parce que je suis un grand fan de la création de personnages. De rester les éditeurs de personnages. Sur le... pour te personnaliser. Oui, c'est ça. Je suis super chiant avec ça. Mais quand l'histoire commence, moi, il faut au moins que je sache, genre, j'ai pas envie que tu commences ton récit en me disant tu es dans l'univers de nanana, il y a nanana, il y a nanana. Non, je veux que tu me dises tu te réveilles dans cet endroit, il faut que tu fasses ça, et ensuite je le découvre l'univers. Parce que tu l'as créé ton univers. Justement, moi j'aime bien les auteurs qui passent des heures et des heures et des heures à créer leur univers pour que ensuite, quand ils commencent leur intrigue, ils savent exactement ce qui va se passer. Si jamais ils te disent toi là ton histoire c'est tu es un mec dans une taverne, mais je sais qu'à l'extérieur de la taverne on est dans la rue de machin, qu'à côté il y a ci, il y a ça, il y a ça. Si jamais tu vas à droite ou à gauche, il va se passer ça. Tu vois, genre cette taverne, comment elle fonctionne, je le sais. Moi, je sais que mon barman, il a un petit problème de drogue et donc du coup qu'il a emprunté de l'argent. Et tu vois, c'est bien de connaître l'univers, mais j'ai pas besoin de le savoir. Mais si je pose la question, j'aime bien que tu aies la réponse. Dans un JDR, par exemple, mais dans une histoire pareille pour un bouquin, si jamais ça peut venir après, c'est intéressant aussi. Genre, tu as eu ton histoire dans la taverne, il y a eu un combat dans la taverne, c'était intéressant. Puis ensuite, en ressortant, tu as le barman qui fait putain, je pourrais jamais repayer mon prêt. Tu dis ah oui, il y a quelque chose derrière, il y a un univers, tu vois. Et là, ça m'intéresse de savoir qu'il y a un univers derrière, pas d'avoir toutes les clés, mais de savoir qu'il est là. Et je pense que c'est important pour l'auteur de savoir ce qu'il fait, de lui d'avoir les clés. Oui, bien sûr. En tant que MJ,
enfin pour revenir sur le maître du jeu, mais oui, c'est pareil en histoire, il faut que tu connaisses plus l'univers que ce que tu laisses entendre au lecteur, Ouais. quoi, ou au Ouais. joueur dans le cas du jeu de rôle. Bah, Parce en que fait, ça, c'est un truc qui m'a souvent sorti du jeu de rôle d'ailleurs, c'est que moi en tant que joueur, je suis un peu chiant parce que des fois je demande des détails, je demande les prénoms, les noms des fois pour interagir, et là je vois le MJ bugger et faire on va l'appeler Roger, tu vois, genre. Et là tu vois, ça me sort parce que je me dis ah oui d'accord, donc en fait, Ouais. Là, ta enfin, suspension contre l'incrédulité est brisée. ouais, je me dis l'univers est un petit peu limité, ce personnage il sert sans doute à rien. Et Mm. c'est marrant parce qu'il y a déjà un maître du jeu qui m'a trompé là-dessus, parce que il nous a fait penser que ce personnage était vraiment anecdotique, et en fait il nous a piégé, il nous a menti, et pour le coup moi ça m'a renversé parce que j'étais vraiment énervé, parce que ce personnage nous a trahi après, et en fait c'était un méchant assez important ou je sais pas quoi, tu vois, mais en méta il m'a dit ouais il s'appelle machin, quoi. Tu vois, enfin, Ouais. et du coup il a joué sur ça, et j'ai un pote comme ça qui aime bien, enfin qui connaît suffisamment bien les mécanismes du jeu de rôle pour tromper le joueur en fait. Et Mais dans ses attentes. le bon MJ joue le jeu méta aussi. Ouais, bah c'est ça qui est, enfin, je sais pas, Bernard. ça fait mal quoi. Et bah ouais. J'avais vu Tagazin qui disait que j'étais le genre de personne à rester 15 heures dans les égouts d'Oblivion. Alors, j'ai pas encore fait Oblivion, mais dans Skyrim, oui, je reste très très longtemps. Sur le chariot. Pas sur le chariot, mais Ah juste oui, c'est après, après, ouais. quand tu te demandes qui es-tu, et puis, Ouais. et puis que je passe 3 heures à me personnaliser. Ok, bah c'est bien parce qu'on a fait, on a bien fait le tour du sujet. Puis en plus là, il est le 22h06, donc c'est parfait, ça rentre dans le format d'émission que je voulais. On va peut-être se quitter genre encore dans quelques minutes, on va dire 22h10 ou écart, pour laisser le place aux dernières discussions, dernières questions. Ouais, donc tu disais que tu allais sortir une vidéo déjà demain. Ouais. Sur ta série. Et sinon, t'as des projets, d'autres projets plus tard sur du long terme, que tu veux pas forcément en parler ici, mais. Alors, j'en ai, en fait, j'ai pas mal de projets sur lesquels je traîne un petit peu parce que, en fait, c'est manque de temps, hein, principalement. Je me dis souvent, tiens, il faut que je prenne le temps d'aller faire ça, et puis après, je me dis, non, mais attends, il faut d'abord que je fasse la vidéo qui va sortir la semaine prochaine, et j'ai du mal à rattraper. Mais en bon projet, j'en ai qui sont, que je vais faire, qui sont plus de côté. Une saison 2 de mon émission La Page Blanche, qui était une émission dans laquelle j'apprenais aux gens les bases de l'écriture. Et alors la saison 2, là, j'en ai déjà fait tellement de premières moutures avant de commencer à le faire et d'abandonner. C'est juste que c'est difficile de savoir comment aborder la suite. Une fois qu'on a fait les bases du récit, où est-ce qu'on va, dans quelle direction, il y a tellement de possibilités. Donc ça, je vais voir. Et ensuite, j'aimerais bien faire une fiction audio. Je me dis, là, je vais être enfermé chez moi, tout le monde va être enfermé chez lui. C'est le bon moment pour enregistrer avec son micro tranquille chez soi. Voilà. Donc, j'ai déjà un scénario. Ce serait un truc en 6 épisodes de 10 minutes. J'ai écrit le premier épisode, j'ai la trame principale de mon histoire, j'ai mes personnages. J'ai pas encore fait ma distrib, mais bon, d'abord, je finis mon script pour être sûr de qui va bien jouer. Et ouais, l'idée, ce serait de faire ça une fiction audio avec, si possible, des illustrations, un petit peu comme l'avait fait Cyprien. Truc, toi, qui te sort sur YouTube, où tu as des visuels pour appuyer l'histoire qu'on te raconte. J'avais pas trop suivi, mais je crois que j'ai vu au moins le premier épisode. Et tu fais relire tes scripts là par curiosité ou c'est vraiment... Alors non, par manque de temps, je fais pas relire mes scripts. Après, si c'est des trucs plus longs, par exemple là cette fiction audio, j'ai déjà demandé à un ami qui fait de la fiction audio aussi de le relire pour m'aider, parce que j'ai pas fait de fiction audio depuis mes tentatives de saga MP3 à la grande époque de la saga MP3, Naël tout ça en 2008-2009. Donc des conseils juste pour me... Tu sais, comme j'écris beaucoup pour des vidéos, j'ai une écriture très visuelle. Et pour la fiction audio, c'est pas ouf. Donc je donne conseil à savoir comment est-ce que je fais pour faire vivre cette scène. Tiens, là, on est dans les rues de Londres. Qu'est-ce que je mets? Genre, est-ce que je le mets dans mon script là directement, qu'il y a un mec qui va gueuler, ou bien est-ce que je vois ça est-ce que je me fais chier au moment où je fais tout mon enregistrement à me dire, attends, là, on est dans cette scène-là, il faut que j'enregistre ça. Il me faudra ces bruitages-là. Bon, tu vois, c'est une question auxquelles je pense pas toujours. Donc, j'essaye de demander de l'aide à quelqu'un qui a plus d'expérience. Mais sinon, en général, quand je fais mes émissions, je fais pas relire mes scripts. Parce que juste je produis très vite. J'écris mon script, ensuite je le tourne direct.
Ok, est-ce que tu penses qu'il y a une différence fondamentale entre l'écriture d'un film et d'un livre? Bref, c'est une grande question, ça aussi. Fondamentalement, non. Après, de façon fondamentale, c'est la même chose. Mais c'est dans une les histoire, faits, quoi. Mais dans les faits, ça n'a rien à voir. Oui. En fait, non. Dans les faits, l'histoire, quand tu l'écris, c'est pareil. Mais l'écriture d'un film, l'écriture d'un livre, ça n'a rien à voir parce que l'écriture d'un livre, c'est la phase finale. Tu es directement à la fin. Quand tu écris ton livre, après, c'est les mots qui seront l'histoire. Quand tu écris un film, tu écris un scénario, un script. Et un script, c'est un mode d'emploi, c'est un manuel, c'est un document de production. Il n'est pas fait pour être lu, ton script. Il est fait pour ensuite être donné à l'équipe de tournage pour que l'équipe de tournage sache qu'est-ce qu'ils vont faire. Ça va être donné à un storyboarder qui va donner l'aspect visuel de ton truc. Ça va être donné au réalisateur qui va se demander tiens, comment est-ce qu'on va réaliser ce qui est écrit là. Ça va être filé aux producteurs qui vont se dire comment on va le financer. Ça va, en gros, une fois que tu as fait ton script, il va passer par plein d'étapes. Il va être modifié, il va être changé. Sans forcément que le script lui-même soit changé, ce qui va transparaître va être modifié. Et dans les faits, ça c'est un truc que j'ai déjà dit en vidéo, mais l'écriture d'un film, elle est multiple. Parce que après le script, il y a l'écriture du tournage. Donc quand on tourne, on change des dialogues, on change des scènes, on coupe des scènes, on fait tout ça. Voilà. Ensuite, il y a l'écriture du montage. Oui, c'est justement là qu'on coupe des scènes. L'écriture du montage qui va peut-être changer le rythme, changer la façon dont on perçoit les trucs. Et donc du coup, quand tu écris un film, tu n'es pas maître de l'histoire qui va être racontée. Tu es... tu dessines les plans d'une maison. C'est vraiment ça. Tu dessines les plans d'une maison. Si jamais la maison elle est penchée à la fin, c'est pas ta faute. Ou alors si jamais la maison elle est très droite alors que toi ton plan il était bizarre, c'est pas non plus grâce à toi. Toi t'as fait ton plan, les gens l'ont suivi comme ils pouvaient. Ils l'ont peut-être rendu honneur, peut-être qu'ils l'ont massacré, mais il est plus entre tes mains. Donc je pense que c'est ça la différence. Alors que quand tu écris un livre, tu es maître de ce que tu fais. À part si tu as vraiment un très mauvais éditeur qui coupe des chapitres de ton bouquin, si ça t'arrive, tu as le droit de porter plainte. C'est ton truc. Ce que tu donnes au monde, c'est ce que toi t'as fait. Je me demandais avec toutes ces histoires dont on parle, t'as fait des productions écrites, toi? Tu as écrit des livres Ouais. Okay. Ouais, j'ai écrit des romans alors, qui ont été. T'en es pas fier? Tu veux pas en parler? Non. Alors je suis pas fier du premier, ça c'est sûr. Je l'ai écrit quand j'avais 16 ans et je ne le conseillerais à lire à personne. J'ai déjà dit plusieurs fois, ce bouquin il est nul. Parce que t'étais jeune, t'as fait des erreurs. Parce que j'étais jeune, mais aussi parce que c'était dans une phase où j'étais très film d'horreur, thriller gore et tout ça. Donc c'est un livre qui en plus il est violent. Moi je ne me retrouve pas dedans. Okay. Les gens changent en grandissant. Il n'y a plus aucune des cellules de mon corps qui n'est une cellule de la personne qui a écrit ce livre. Donc je ne le valide pas. Mais le deuxième bouquin que j'avais sorti un peu plus tard, qui n'est pas parfait, celui-là je pourrais dire aux gens, lisez-le par curiosité. Il est intéressant. Les deux, comment? Ça a été... Alors, je ne donnerai pas le titre du premier. Le deuxième, il s'appelle Neil, N-E-I-L. C'est, du coup, pour le trouver, il faut taper mon nom d'auteur à côté, Bastien J.M. Martins. Wow. Martins, ça tu fais partie. Je suis un Martins, je suis un fier portugais. Ok. Et voilà, si vous pouvez trouver, c'est un livre de science-fiction qui est un peu plus cool. Il y a Voyage dans le temps en plus dedans, alors tiens. Ah yes. Est-ce que tu le respectes bien ou est-ce que c'est un peu la... Oui, il est respecté. Ouais. C'est. Pas trop de paradoxes. Alors, j'étais parti du principe, j'avais dû lire ça quelque part. J'avais dû lire quelque part que si le voyage dans le temps pouvait exister, il n'existera qu'à partir du moment où la machine à voyager dans le temps est inventée. C'est-à-dire, c'est une conception du voyage dans le temps qui fait que tant qu'on l'a pas inventé, on peut pas voyager dans le temps. Ouais. Donc l'idée, c'est une fois que la machine existe, tu peux l'utiliser. Mais avant ça, tu peux pas. Donc voilà, moi, c'est sur ce principe-là. Donc il n'y a pas de paradoxe vu que la machine existe et qu'avant ça, on peut pas remonter. D'accord. Le temps. Okay. Et, après, voilà. Mais c'est une histoire qui se tient, qui est un peu bâclée sur la fin parce que voilà, j'étais encore un jeune auteur et je ne savais pas qu'il fallait faire plusieurs jets. Mais donc du coup, c'est un premier jet, en vrai. Oui, il est pas trop pourri.
Mais du coup, non, entre-temps, là, maintenant, je bosse sur d'autres bouquins qui ne T'as sont des pas encore projets, publiés. ok. J'ai des projets, j'ai déjà fini un roman qui est le premier tome d'une trilogie, donc ce qui est absolument impubliable. Trilogie de fantasy, oulala. Aucun éditeur n'en voudra. Ils ne le toucheront même pas avec la maison d'édition d'un autre. Mais là, actuellement, je bosse sur un stand-alone, un one-shot dans le même univers qui permettrait d'ouvrir la porte ensuite à cette trilogie. Voilà. Ok, bah merci pour toutes ces réponses Et je t'en prie. bah, on arrive à 22h15, l'heure fatidique. Voilà, les gens j'ai l'impression ont bien apprécié ta présentation et les réponses que tu leur as J'espère. données. Moi, je vais appeler Samuel à la barre, si il est toujours présent parmi nous. Peut-être qu'il est en galère de fin de son dessin, je ne sais pas. Ah, Samuel, allô? Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu m'entends? Il y a un petit bruit de fond. Ouais. Il essaye de communiquer avec nous. Mais malheureusement, est-ce que tu l'entends, toi? J'entends un pchit. Ah, t'entends un pchit. J'entends du bruit blanc. T'entends un bruit. J'ai entendu un bruit de micro. Il y qui a un bruit bougeait. de micro, mais Ça, c'est mieux, quoi. on entend ton son. Est-ce que tu peux te muter? Ouais, il y a toujours ce problème-là. Enfin, toujours. C'est arrivé quelques fois dans les lives d'avant. C'est quand même très très bizarre. Donc, tant pis. D'habitude, je lui demande si tu as une question. Tu peux l'écrire dans le chat à la limite si tu as une question ou des remarques, même si ça aurait été plus sympa que tu puisses parler. Ouais. Ouais, c'est bizarre. Est-ce que c'est son micro qui est branché correctement ou pas? En tout cas, le point de Génus vient de nous rejoindre sur le chat. Salut à toi. Ah ben, je tombe bien. Toujours faire plusieurs jets. Ryan Johnson, on ne tourne pas un premier jet. Est-ce que tu penses que Ryan Johnson a fait une erreur? Moi, je pense pas. Beaucoup de gens crachent sur les derniers Jedi. Je pense que c'est un film qui a ses faiblesses, mais qu'en soi, c'est un bon film. Il prend les fans à revers. C'est sûr que si jamais tu t'attendais à quelque chose de différent, tu vas être déçu. Mais je trouve que plus je le regarde, j'ai regardé plusieurs fois parce que je l'aime vraiment bien, plus on trouve des choses intéressantes, plus il y a des parallèles de narration, plus c'est quelque chose de bien léché. Si jamais vous connaissez le compte Twitter One Perfect Shot qui reprend des images parfaites dans les films, en gros des trucs visuellement très beaux, c'est vrai que il y a énormément de superbes plans, et en fait c'est pas juste qu'ils sont beaux visuellement, c'est qu'ils ont du sens. Genre, dans chaque plan il y a une petite idée, il y a un petit truc, ça sent l'amour de Star Wars en fait, ce film. Ce truc que j'ai pas ressenti quand j'ai vu la suite, tu vois. Rise of Skywalker, putain, c'était une purge. À la moitié du film, j'ai commencé à rire nerveusement. Et après, je riais du film. Alors, je me moquais du film. Je ne fais jamais ça au cinéma. Je suis pas un mec insupportable. Mais là, je pouvais pas m'en empêcher. Je riais nerveusement à chaque scène. Je me disais, mais c'est pas possible. Comment on fait un truc aussi mauvais? Et voilà. Mais oui, je suis d'accord par contre avec ce que dit Tagazin. Il n'y a pas de showrunner au-dessus pour assurer la cohérence du global. C'est vrai que du coup, c'est un très bon film, mais c'est pas une bonne suite du Réveil de la Force. Et la trilogie en elle-même est mauvaise parce que à cause de cette incohérence. Oui. Individuellement, c'est un très bon film. Si jamais tu commences, tu ignores le film précédent parce que tu n'en as pas spécialement besoin, à part pour la mort de Han Solo, mais bon, spoiler. Ou si jamais tu sautes le film suivant, parce que la conclusion des derniers Jedi se tient, c'est un très bon film. Ok. Pour moi, en tout cas. Ouais. Pas pour le point Génus, je pense. Mais si vous ferez un débat sur Twitter, vous glisserez dans vos DM mutuels, j'ai envie de dire, si vous en avez envie. En tout cas, je vais rappeler Samuel à la barre si il est toujours présent. Va-t-il réussir? Allô? Tu m'entends? Oui. Wow. J'ai un problème matériel en fait. Je pense que mon équipement est en fin de vie. Pourtant, c'était pas un nouveau micro que t'avais. Non, c'était non, ça fait plusieurs années que je l'ai. Donc, c'est un micro casque?
Ouais, Ah, mais bah, c'est le même celui que le tien. ouais, c'est celui que tu m'avais C'est le conseillé. même que le tien. Ok. Ouais. Ok. Là, on t'entend bien, c'est parfait. Donc voilà, est-ce que tu as des questions, des remarques, un retour que tu veux faire à notre ami, notre auteur? Non, c'était cool. Si j'ai une question en fait. Du coup, qui porte sur le processus d'écriture. Moi, donc, j'aime bien. Enfin, j'arrive jamais à aller au bout d'un truc que je commence en écriture. Mais par contre, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que moi, personnellement, j'arrive pas à faire petit, tu vois. Si je commence une histoire, j'ai toujours envie de faire un truc qui s'étale sur une durée incroyable. Enfin, ou une durée incroyable, enfin un truc long, quoi. Et du coup, tu parlais donc d'un premier tome de trilogie du coup, t'as dit de la fantasy, je crois. Ouais. Et du coup, je voulais savoir si c'est un truc que toi, tu as rencontré au cours de ton. Je pense que, ouais, au cours de ma carrière. De ta carrière, on va dire. Je pense que dans l'écriture, on a tous cette tendance à toujours être très enthousiaste et à vouloir se lancer dans les trucs de malade. Moi, c'est pareil, hein, j'ai envie d'écrire des histoires qui se tiennent sur des décennies, j'ai envie d'avoir des personnages qui évoluent dans le temps et tout ça. La première chose que tu dois apprendre quand tu es auteur, c'est à t'imposer des limites. Alors, pas forcément à te dire non, je vais pas faire une histoire longue, mais à te dire ok, je veux faire cette histoire. Il faut que je la divise en un certain nombre de parties. Genre, imaginons, tu veux faire une super histoire en plein d'épisodes. Pose le nombre d'épisodes. Dis-toi, genre, tiens, je veux faire un truc en 5 tomes. Déjà, tu fais ça. Et ensuite, tu te dis combien de chapitres par tome. Et tu divises en chapitres. En fait, tu cloisonnes. Et une fois que tu as fait ça, tu commences pas par le début forcément. Genre, tu peux faire le premier chapitre, mais ensuite, tu essayes d'aller à droite à gauche. Parce que souvent, quand on bloque, c'est parce qu'on n'arrive pas à se débloquer d'un truc. On est dans une situation, on peut se dire, maintenant, ils font quoi? Je sais pas comment les faire aller là. Bah, tu te dis, tant pis, ok, je vais ailleurs. Je vais dans le tome 5, chapitre 10, je m'en fous, je sais ce qui se passe parce que j'ai déjà fait mon plan du récit. Et puis et là, je raconte ce qui se passe à ce moment-là, et puis ensuite, je reviens en arrière. Et je pense que c'est une bonne façon de se débloquer parce que c'est très facile d'écrire un début, c'est très très dur d'écrire une fin. Et moi, non, je peux te le dire, hein, des débuts de romans, j'en ai des dizaines et des dizaines dans mes tiroirs que je ne retoucherai jamais. Parce que tu commences et puis tu es plein d'enthousiasme, tu te dis ça va être trop bien, puis ensuite tu n'as plus la motivation parce que tu t'es pas préparé. C'est beaucoup une question de préparation. Si tu sais où tu vas, tu peux aller super loin. Mais il faut juste que tu saches où tu vas et que tu saches combien d'étapes sont nécessaires pour y arriver. Il faut écrire presque d'abord le début, la fin avant le début, quoi. C'est ça. Il y en a qui font ça. Il y a des auteurs qui font ça. Ouais. Moi, j'aime pas ça parce que j'aime pas savoir où je vais complètement. Genre, j'aime bien avoir une. Moi, je mets des piliers et ensuite je les relis. Je fais un dessin à point. Il y en a qui aiment tout avoir prévu d'avance. Bon, c'est leur choix. Moi, j'aime quand même que mon récit puisse se développer. Parfois, je vais même tellement le changer d'un pilier à un autre que je vais devoir détruire ce pilier puis en construire d'autres après. Tu vois. Mais ça me dérange pas. Mais à partir du moment où je sais que je vais changer le truc, bah, je reprends mon plan et je recommence en me disant non, attends, du coup, je vais faire ça et ça et ça. Mais il faut toujours que je sache où je vais. Parce que sinon, en fait, tu regardes la tâche impossible qui est devant toi, tu te dis waouh, faut encore que j'écrive 300 chapitres. Non, c'est pas possible. Non, à la place, tu te dis ok, là, j'ai un chapitre à faire, il se passe ça. Là, j'ai un chapitre à faire, il se passe ça. De toute façon, c'est comme ça pour toutes les tâches. Hein. Tu divises en petites tâches et tu y arrives. Ok. Oui, tout à fait. Merci. Merci pour tes réponses. On va s'arrêter là du coup. Encore une fois, merci à toi d'avoir été présent, d'avoir donné cette conférence que beaucoup de gens ont apprécié, dont moi. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que en fait, on se retrouve la semaine prochaine. Ça me fait marrer, ça me fait tout drôle de dire ça, mais oui, on se retrouve la semaine prochaine et tu ne seras pas seul. Donc attention, annonce en live. La semaine prochaine, il y aura une sorte de discussion, débat, je ne sais pas, mais au moins une sorte d'échange à plusieurs personnes sur le live dont tu feras partie des intervenants. J'ai pas encore le sujet exact, ou peut-être qu'on en avait parlé, mais je me souviens plus, il faut que je regarde exactement. Je sais pas si toi tu te souviens de ce dont on va parler exactement. Alors, de mémoire, c'est en rapport avec les comédies romantiques. Ouais, voilà, c'est ça, exact. Ouais. Maintenant que tu le dis, c'est bon, j'avais peur de dire une connerie.
Et donc on sera plusieurs personnes dont toi. Et c'est vous en fait qui allez alimenter une discussion. Moi je serai là en mode ouais, ça a l'air cool. Je poserai des questions, sans doute un peu stupides, on verra, pour voir jusqu'où on peut aller avec ça. En tout cas, ça va être sympa parce que ça change un petit peu. Là, en ce moment, les épisodes de Tout ce qu'on prend sont plus orientés vers des séances douces, on va dire, des choses un peu plus humaines et sociales. Et voilà. Donc, ça fait un mois de mars un peu différent de ce qu'on peut connaître un peu d'habitude sur la chaîne. En tout cas, bref, je vais arrêter de tergiverser. Avant qu'on se quitte, je laisse toujours le mot de la fin à mon invité. Donc, est-ce que tu veux dire quelque chose? Ça peut être un mot, une phrase, un message clé que tu veux laisser passer. Voilà. Lavez-vous les mains. C'est tout. Ok, super. Merci, merci à toi. Et effectivement, écoutez son conseil. On se dit, moi je reste avec le chat et Samuel pour qu'on fasse un mini débrief de l'émission, qu'on parle un peu plus du projet, etc. Merci encore le Tropper, et puis on se dit du coup à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À la semaine prochaine. Salut! Salut!